Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette formation pour apprendre à créer 5 sites complets, modernes et professionnels et surtout responsifs de A à Z en HTML et CSS. Dans ce deuxième tutoriel, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir réaliser ce très beau site d'une agence immobilière. Donc, c'est toujours un site professionnel que l'on va souvent vous demander lorsque vous serez en freelance ou lorsque vous travaillerez, par exemple, dans une boîte ou autre. Ok? Donc ici, on a ce site-là qui est assez sympa. On a donc une barre de navigation juste ici, ok, donc avec quelques onglets. Donc ça, c'est tout basique. Ici, donc on a du texte, on a un header, si vous voulez. Enfin, c'est pas vraiment un header, mais on a une présentation avec un gros titre. Ici, donc on a une image. Si l'on descend ici, donc on a quoi? On a tout simplement des comment dire, des témoignages. Voilà, donc on a des témoignages qui défilent. Enfin, ça ne défile pas, mais on a des témoignages qui s'affichent à chaque fois, d'accord, de différentes personnes. Ok, donc voilà ce qu'on va réaliser. Et ici, bien évidemment, j'ai oublié de vous dire, on a un petit footer qui s'accroche au bas de la page et ça fait un effet assez sympa. Donc voilà, donc on a cette petite page web là, donc c'est déjà assez complexe à réaliser, mais ça vous permettra d'avoir les bases par la suite pour réaliser d'autres pages de votre site. Également ici, par exemple, au niveau de la barre de navigation, on va pouvoir ajouter des liens, d'accord? Par exemple ici, notre entreprise, on peut cliquer dessus et arriver sur une page de présentation, par exemple. Ok, donc voilà ce qu'on va réaliser. On va réaliser cette petite page-là. Alors j'ai également oublié de vous le dire, mais cette page est totalement responsive, d'accord? C'est-à-dire qu'elle est réactive, donc elle s'adapte à toutes les tailles d'écran. Donc par exemple ici, si j'inspecte l'élément et que je me place donc au format mobile, voilà, en cliquant sur ce petit bouton, d'accord? Et comme on peut le voir ici, eh bien tout s'affiche correctement. D'accord? On a notre page avec ici les témoignages qui défilent. Ici, on a une barre de navigation. D'accord? On peut cliquer dessus et on fait apparaître les onglets. D'accord? Donc, comme on peut le voir, c'est responsive. Donc ici, par exemple, si j'affiche sur un format plus grand, donc par exemple ici iPad, pourquoi pas, et bien comme on peut le voir ici, tout s'affiche correctement avec la barre de navigation, les petites informations, la photo et les témoignages avec le footer. Ok? Donc c'est parti pour la réalisation de cette page. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses, c'est-à-dire l'écriture de notre code. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans mon dossier tuto, donc ici j'avais déjà un dossier appelé restaurant, d'accord? Donc ce dossier tuto. Alors ça, c'était juste pour la première vidéo, ok? Pour le premier tutoriel où l'on réalisait un site de restaurant. Donc dans ce dossier-là, eh bien, on va créer un autre dossier, dans le dossier tuto. On va l'appeler par exemple agence immobilière, ok? Agence immobilière comme ceci. Alors, on va éviter de mettre des accents, donc des caractères spéciaux comme ceci. Je vais le placer dans le dossier tuto comme ceci. Et normalement, tout devrait fonctionner. Ok. Donc là, dans mon dossier tuto, j'ai bien deux dossiers puisque j'avais déjà créé un autre dossier pour le projet précédent. Donc ici, on a agence immobilière et on a restaurant. Ok. Donc bien évidemment, vous pourrez le mettre n'importe où sur votre ordinateur. Donc vous créez juste un dossier agence immobilière. Alors dans ce dossier, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va juste mettre un fichier index.html, un fichier style.css, d'accord, pour la stylisation de la page. On aura également un fichier script.js. Pourquoi? Parce qu'on va écrire un peu de code JavaScript, notamment pour afficher comme ça des témoignages, juste ici, et pour le format mobile au niveau de la barre de navigation. Ok, donc ça, normalement, pour le format mobile au niveau de la barre de navigation, on a déjà fait la même chose dans le projet précédent. D'accord? Ok, donc je vais également créer un autre dossier, donc je vais l'appeler image comme ceci pour stocker toutes les images du projet. Ok, c'est parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir écrire premièrement notre code HTML, d'accord? Donc ici, on va venir nous rendre dans le fichier index.html et on va créer notre template HTML. Donc ça, c'est du code HTML de base que vous connaissez déjà. Alors au niveau de la langue, vous pourrez retirer, mais vous pouvez également mettre français comme ceci, donc c'est utile notamment pour le référencement. Ensuite, on aura MetaChar7 UTF-8 pour l'encodage des caractères spéciaux. Ça va nous permettre donc d'écrire des caractères spéciaux de notre page. Ici, on a une balise méta de compatibilité pour Edge et Internet Explorer. Et on a une balise méta viewport with, etc. qui va nous permettre de mieux positionner la page au format mobile, ok, de la zoomer si vous voulez.
Ok, au niveau du title, on peut mettre le titre de notre page. Donc ici, ça sera par exemple agence immobilière. Ici, bien évidemment, vous pourrez mettre le nom de votre site, donc le nom de la marque par exemple de l'entreprise. Alors ensuite, bien évidemment, ici, ne pas oublier de lier votre fichier CSS. Ok, donc vous mettez linkrel stylesheet href style.css. Alors ça, normalement, je vous l'ai déjà dit, mais si vous avez un autre dossier, donc un dossier dans lequel se trouve votre fichier style.css, vous spécifiez juste avant, vous mettez un slash et comme ça, ici, vous avez votre fichier style.css qui se trouve dans le dossier en question. Si vous avez des sous-dossiers dans votre projet, vous mettez également ici vos sous-dossiers, etc. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas où votre fichier style.css ne se trouve pas directement à côté de votre fichier index.html. Ok. Donc là, j'efface tout ça puisque mon fichier style.css se trouve à côté de mon fichier index.html, c'est-à-dire dans le même dossier. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va également pouvoir importer une bibliothèque d'icônes, d'accord? Puisque dans le projet, on va utiliser donc des icônes notamment, enfin plus précisément une seule icône, puisqu'ici, si j'inspecte mon élément et si je me place par exemple au format mobile ou iPad, vous allez voir qu'ici, on a une petite icône qui s'affiche pour pouvoir cliquer dessus et afficher les autres onglets. D'accord? Donc cette icône n'est pas valable, enfin n'est pas disponible directement avec HTML, n'est pas fournie avec HTML, puisqu'il faut importer une bibliothèque externe d'icônes. D'accord? Donc vous avez plein de bibliothèques d'icônes disponibles sur Internet, mais moi personnellement je préfère utiliser cette bibliothèque qui s'appelle Font Awesome. Donc ici je tape Font Awesome dans Google et ici vous allez voir que vous allez cliquer ici sur le premier lien et vous allez voir que vous allez tomber donc sur le site de la bibliothèque. Donc sur cette page, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous pourrez par exemple cliquer sur Start for Free et ici, par exemple, vous allez pouvoir télécharger la bibliothèque d'icônes. Ok? Mais si vous ne voulez pas télécharger tous les fichiers de cette bibliothèque, vous pourrez utiliser ce qu'on appelle un CDN. Vous tapez donc Font Awesome CDN, d'accord? Donc le nom de la bibliothèque plus CDN. Et ici, normalement, vous allez pouvoir cliquer sur le premier lien, d'accord? Donc vous cliquez sur le premier lien, voilà, vous attendez un peu et ici vous allez tomber sur cette page qui présente donc comment importer Font Awesome dans votre projet. Donc ici vous allez donc descendre un tout petit peu, donc ici vous allez avoir du gros code mais ça ne nous intéresse pas. Vous descendez et ici vous allez sur Load All Styles, ok? Et ici il vous propose d'utiliser CDN Picker, ok? Donc ici, il vous propose un code et c'est ce code-là que vous allez copier. Donc normalement, c'est un code de type link, donc c'est une balise link que vous allez mettre au niveau de la balise head de votre projet. Donc ici, vous allez coller ce code-là, d'accord? Donc vous pourrez enlever ce cross origin, voilà, donc ça ne nous intéresse pas personnellement. Et maintenant, si vous enregistrez, alors ici, integrity, vous pourrez également retirer. Voilà. Et maintenant, en faisant ça, eh bien, vous allez pouvoir utiliser toutes les icônes de la bibliothèque. Ok? Donc, on va le faire par la suite quand on va créer la barre de navigation avec l'icône pour cliquer dessus pour afficher tous les onglets. Ok, donc l'icône d'hamburger, si vous voulez. Eh bien, c'est parti. Une fois qu'on a donc créé le template de base HTML, eh bien, on va pouvoir créer notre premier élément. Alors, je vais fermer tout ça. Je vais fermer ça également. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le premier élément de notre page, ça sera la barre de navigation. Alors, premièrement, ici, on va juste écrire du code HTML. Ok, on ne va pas écrire de code CSS, mais c'est dans une seconde partie de cette vidéo qu'on va écrire le code CSS de chaque partie. Ok, donc, premièrement, dans une première partie, on va juste écrire le code HTML. Donc, ici, on va commencer par le code HTML de la barre de navigation. Donc, ça va être très simple. On va venir dans le body, ok. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, tout simplement, vous allez créer une barre de navigation, donc avec la balise nav en HTML. Et ici, donc, pour la barre de navigation, vous allez spécifier, alors ici, je vais juste fermer tout ça. Vous allez spécifier une classe, donc vous allez mettre nav et un identifiant, vous allez mettre nav. Alors, à quoi ça sert de mettre une classe et un identifiant? Ça va être utile, notamment pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente. Ça va nous être utile puisque lorsqu'on va faire le système pour cliquer en fait sur ce petit bouton là afin d'afficher les onglets, eh bien en fait ça sera possible grâce à l'utilisation des classes et de l'identifiant nav. Ok,
Donc notamment pour l'identifiant, ça va nous être utile pour récupérer l'élément nav en JavaScript, d'accord, en spécifiant son identifiant. Et notamment pour la classe, on va pouvoir modifier cette classe. Et par exemple ici, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton pour afficher les onglets, eh bien on va venir en JavaScript rajouter une classe responsive juste ici. Et dans le CSS, par la suite, eh bien on va pouvoir appliquer des styles particuliers à cette classe responsive. Mais si ce que je viens de dire est assez flou pour vous, eh bien c'est pas très grave puisque vous allez voir par la suite en pratique lorsqu'on va écrire notre code CSS et JavaScript pour la barre de navigation. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on met au niveau de la barre de navigation? Eh bien, tout simplement, on va commencer par mettre donc un titre de niveau 1, un H1, ok? Donc ici, ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à notre logo. C'est pas vraiment un logo, c'est tout simplement du texte, d'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais juste écrire e-house, comme ceci. Ok, voilà. Alors ensuite, en dessous, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va mettre une liste pour nos onglets, d'accord? Donc pour cela, vous mettez UL, comme ceci. Et pour les onglets, vous mettez DLI. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir mettre 5 onglets, d'accord? Alors, pourquoi 5 onglets? Tout simplement parce qu'ici, on a 1, 2, 3, 4 onglets, ok? Mais avec l'icône pour cliquer dessus, donc l'icône hamburger, ici, ça fait 5 onglets, ok? Donc ici, si je clique sur l'hamburger icône, on a bien les 4 onglets qui apparaissent. Mais vu que, comme je vous l'ai dit, cette petite icône compte pour un onglet, eh bien, ça fait 5 onglets au total. Donc ici, pour le premier onglet, donc pour le premier LI, ça va faire quoi? Eh bien, on va mettre notre entreprise, comme ceci. Voilà. Pour le deuxième onglet, on va mettre service, comme ceci. Pour le troisième, on va mettre donc catégorie. Voilà. Et ensuite, on va mettre donc le numéro de téléphone. Je vais juste le copier. Donc, bien évidemment, c'est un numéro que j'ai créé. Voilà, qui n'existe pas. Et à côté, qu'est-ce que je vous ai dit? Eh bien, on va mettre l'icône. L'icône, comment la trouver? Eh bien, vous allez sur le site Font-Awesome. Voilà. Donc, vous tapez Font-Awesome sur Google encore une fois. Vous allez sur leur site. Voilà, donc ou bien vous tapez juste fontawesome.com. Et ici, donc, au niveau de la barre de recherche, vous allez rechercher hamburger, comme ceci. Voilà. Ou bien vous pouvez taper aussi menu, ça fait la même chose. Donc vous tapez hamburger puisque cette icône, ça ressemble à un hamburger. Et vous cliquez sur l'icône gratuite. Donc l'icône gratuite, elle est en noir et l'icône payante, elle est en gris. Ok, donc l'icône pro. Donc vous cliquez sur l'icône en noir, d'accord? Voilà, donc ça va charger. Et ici, sur cette page, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va afficher du code. Alors ici, vous pourrez personnaliser tout ça. Mais bon, nous, pour l'instant, on va juste copier le code en cliquant dessus. Voilà. Et on va le coller au niveau de notre onglet. D'accord? Au niveau de notre balise LI. Ok. Alors ici, on va également placer un identifiant nommé label à notre icône, d'accord? Donc comme ça, on va pouvoir l'utiliser pour le JavaScript, notamment pour le détecter lorsque l'utilisateur clique dessus. Et voilà, donc voilà pour la barre de navigation. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? Je réitère juste ce qu'on a fait. Donc ici, on a juste mis un logo. Donc si vous regardez bien au niveau de votre page, votre barre de navigation est divisée en deux parties. On a le logo, donc ici, c'est l'élément H1. Et on a une liste, donc UL, qui stocke des onglets. Et ça, c'est la seconde partie de notre barre de navigation. Et ensuite, avec le CSS, eh bien, on va pouvoir espacer tout ça. Alors maintenant, si j'ouvre tout ça dans mon navigateur, d'accord? Donc je vais ouvrir tout ça. Voilà, comme ceci. Donc comme vous pouvez voir ici, on a bien nos éléments qui s'affichent avec l'icône qui s'affiche. Ok? Donc là, si je vous montre juste vite fait, si l'on retire le CDN, ici, comme vous pouvez voir, on a l'icône qui disparaît. Ok? Donc par contre ici, il faut bien mettre donc le lien vers la bibliothèque Font-Awesome, sinon eh bien, vous n'aurez pas la bibliothèque d'icônes intégrée et du coup vos icônes ne vont pas s'afficher. Ok, donc comme vous pouvez voir ici, tout s'affiche correctement, mais on n'a pas encore stylisé tout ça avec le CSS, c'est pour ça qu'ici on a un truc assez dégueulasse. Mais comme vous pouvez le voir, on a terminé le code HTML de la barre de navigation. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, eh bien, c'est tout simplement donc de nous occuper de la prochaine partie en HTML, c'est-à-dire la partie du contenu. Donc ici, on va regrouper tous ces éléments-là, donc c'est-à-dire l'image, le titre et le petit texte, enfin les deux petits textes qui se trouvent ici. Eh bien, on va les regrouper dans une partie qu'on va appeler content, donc dans une section si vous voulez.
Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on sort de la barre de navigation et on va créer ici une nouvelle section, d'accord? Une balise section qu'on va appeler donc content, donc qui possédera la classe content, ok? Pour le contenu. Donc dans cette section-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va diviser en plusieurs parties. On va premièrement créer une div. Donc une div en HTML, c'est une boîte qui va stocker des éléments d'un bloc, d'accord? Donc c'est un bloc qui stocke des éléments, si vous voulez. Donc on va créer une div qui va s'appeler about, comme ceci. Donc div class about, comme ceci. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va mettre nos deux petits éléments qui se trouvent ici. D'accord? Donc ici, on a investissez dans le luxe facilement et ici, on a faites fructifier votre argent. Ok? Donc pour cela, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez tout simplement donc mettre un paragraphe, d'accord? Deux paragraphes plutôt, d'accord? Le premier paragraphe, ça sera pour le premier texte. Donc ici, investissez dans le luxe facilement. Voilà. Et le deuxième paragraphe, donc ça sera pour le deuxième texte. Voilà, donc faites fructifier votre argent et je le colle juste ici. Alors ici, vous n'êtes pas obligé de tout mettre en majuscule puisque c'est faisable en CSS. Donc vous pouvez écrire en minuscule comme ceci. Donc investissez dans le luxe facilement comme ceci. Et ici, faites fructifier votre argent. Fructifier votre argent. Comme ça fait un peu plus pro. Donc maintenant, si j'actualise ma page, vous allez voir qu'ici, on a bien nos deux paragraphes qui s'affichent dans notre div. Ok? Donc maintenant, une fois qu'on a terminé avec ces deux petits paragraphes, on va venir sortir de la div about et on va mettre ici notre titre. D'accord? Le gros titre qui s'affiche ici au niveau de notre page. Donc on va copier tout ça. Enfin, on ne va pas copier, on va juste écrire sa propre propriété. Alors ça fait bizarre, sa propre propriété. Ça fait beaucoup de pro. C'est pas grave, donc ici, sa propre propriété. Voilà. Et en dessous, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on met tout simplement notre image. Au niveau de l'alt, on va mettre par exemple propriété. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'attribut alt nous permet juste de mettre une description pour l'image, notamment lorsque l'image ne s'affiche pas dans le navigateur de l'utilisateur. Eh bien, ici, on peut mettre un alt pour lui indiquer qu'on affiche une image de propriété. Ok? Au niveau de la source, qu'est-ce qu'on fait? Alors d'ailleurs, cet attribut est également intéressant pour le référencement de votre page. Bref, au niveau de l'attribut SRC, donc ça sera la source de votre image. Donc ici, on va spécifier notre dossier image qui se trouve juste ici, d'accord? Au niveau de notre dossier. Donc ici, on spécifie le dossier image et à côté, donc slash, vous allez mettre tout simplement le nom de votre image. Alors ici, bien évidemment, dans le dossier image, eh bien, on n'a rien du tout. Et qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien, tout simplement, on va aller dans le projet déjà fini. On va copier donc l'image qui se trouve dedans et on va le coller dans notre image. Voilà. Donc normalement ici, maintenant, dans votre dossier image, vous aurez donc une image de propriété, donc cette image. Ok? Alors normalement, tout le code de ce tutoriel se trouve dans la description de cette vidéo. Ok? Du coup, vous allez pouvoir accéder à toutes les ressources, notamment l'image utilisée et les différents codes avec les différents fichiers et dossiers. Ok? Ok, donc ici dans la source, donc vous mettez image slash et vous mettez donc le nom de l'image, ça sera propriété.jpg. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir ici votre image s'afficher. Alors elle est un peu trop grande, mais en CSS, encore une fois, on va pouvoir donc modifier la taille de celle-ci. Ok. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, on a terminé avec la section Content. Enfin, on n'a pas terminé vu qu'on n'a pas écrit le style, le code CSS, d'accord? Pour le moment, comme je vous l'ai dit, on se charge d'écrire le code HTML pour structurer notre page. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va venir créer une nouvelle section qu'on va appeler Testimonials pour les témoignages. Ok. Donc, dans cette section, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on va créer plusieurs témoignages, tout simplement. Puisque si vous allez ici au niveau du projet final, ici vous allez voir qu'on a plusieurs témoignages qui s'affichent les uns après les autres. D'accord? Donc avec le JavaScript notamment, on va pouvoir faire cet effet pour masquer un témoignage, puis afficher un autre, masquer le dernier, afficher le suivant, etc. D'accord? Donc là, comme vous pouvez voir, au total, on a 3 témoignages. Bien évidemment, vous pourrez mettre autant de témoignages que vous le souhaitez. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir créer des divs, 3 divs notamment dans cette section qui vont s'appeler testimonial sans S, ok? Pour témoignage.
Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien, tout simplement, ici, on va créer, donc, comme je vous l'ai dit, 3 divs testimonial, donc testimonial x 3, comme ceci. Et à l'intérieur de chaque témoignage, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais sélectionner le contenu de chaque div. On va venir mettre ici donc un H1, donc un titre. Voilà, donc je vais mettre X pour le nom de la personne. Ce X là, bien évidemment, on va pouvoir modifier par le vrai nom de la personne. Et ici, donc, on va mettre donc une citation à côté, donc juste en dessous. Donc, on va mettre une balise bloc quote comme ceci pour une citation. Et ensuite, entre les balises cite comme ceci pour les citations, encore une fois, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez mettre votre citation. Donc ici, je vais juste mettre un lorem ipsum. Comme ceci. Voilà, donc c'est parfait. Ok, donc ce lorem là, on va pouvoir le remplacer par la suite par nos témoignages qui s'affichent ici. Ok, le texte des témoignages. Donc on va mettre également donc des guillemets. Voilà, comme ceci. Voilà, des guillemets partout. Ok, donc ici pareil. Hein. Voilà, comme ceci. Super, donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir ici qu'on a bien les témoignages qui s'affichent. Ok, donc ici, on a le nom des utilisateurs, donc ça, c'est juste X pour le moment. Et ici, on a bien les citations qui s'affichent correctement en italique. Ok, c'est parfait. Alors cependant, ici, je vous invite également à mettre des identifiants pour chaque div, ok, pour chaque témoignage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pouvoir les sélectionner par la suite dans le code JavaScript. Ne vous inquiétez pas, on va pas écrire énormément de JavaScript, on va juste écrire un tout petit peu de JavaScript. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir vos bases en JavaScript pour pouvoir suivre ce tutoriel, puisque je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Alors ici, pour le premier témoignage, on va mettre ID 1, comme ceci. Pour le deuxième, on va mettre ID 2, comme ceci. Et pour le troisième, on va mettre ID 3, comme ceci. Ok, c'est super. Donc là, ça change pas grand-chose. On a juste mis des identifiants. Voilà pour cette section. Alors ici, ce qu'on a juste oublié de faire, c'est de remplacer en fait les X par le nom des personnes et les lorem par leur citation. D'accord? Donc on va faire ça assez rapidement. Donc le premier témoignage, donc ça sera de qui? Ça sera de Bernard Legros. D'accord? Joli nom d'ailleurs. Donc ici, on va mettre Bernard Legros juste ici. Donc Bernard Legros, voilà. Pour sa citation, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va juste copier. Alors, faites que ça apparaisse assez vite. Voilà, donc je copie sa citation. Bam, je la colle juste ici et c'est parfait. Maintenant, pour le deuxième témoignage, ça sera Jean Foucault. Ok, voilà, donc Jean Foucault. Et ensuite, bah, pour son truc, donc pour son, comment dire, pour sa citation, donc on va la coller. Et on va mettre ici des guillemets. Ok. Et enfin, donc pour le troisième témoignage, alors vous pouvez en avoir beaucoup plus. Donc ça sera de Julie Labeu, comme ceci. Donc je vais copier et je vais coller ça ici. Et pour sa citation, donc je vais copier et je vais le coller. Ok, super. Donc maintenant, si on actualise la page, comme vous pouvez le voir ici, eh bien on a bien le nom et leur citation. Ok, le nom, prénom et les citations. Alors une fois qu'on a terminé avec cette section des témoignages, donc c'était une assez grosse section, mais c'est pas très grave, eh bien on va pouvoir passer à la dernière étape du code HTML, c'est-à-dire la réalisation de la structure de notre footer, c'est-à-dire notre pied de page. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on sort tout simplement de notre dernière section et on va venir créer une balise footer. Alors la balise footer en HTML, c'est tout simplement une section de pied de page. Donc voilà. Alors dans ce footer là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va créer comme ça 3 colonnes. D'accord? Donc ici on a la première colonne avec acheter une villa, deuxième colonne avec louer un immeuble et troisième colonne avec acheter une maison. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va créer comme ça 3 colonnes. Donc on va mettre colonne fois 3 comme ceci. Et dans la première colonne, on va mettre acheter une villa, comme ceci. Dans la deuxième colonne, on va mettre louer un immeuble. Voilà, comme ceci. Et dans la troisième colonne, comme je vous l'ai dit, on va mettre acheter une maison. Et c'est tout pour le code HTML de ce footer. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, on a terminé la structure de notre code HTML. Donc là, comme vous pouvez le voir, si on actualise la page, donc on a bien tous les éléments qui s'affichent correctement. Et maintenant, eh bien, il va falloir donc styliser tout ça pour obtenir une page comme ça, donc une page assez jolie. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, l'HTML, ça sert juste à créer le squelette de notre page. Et donc une page sans CSS, eh bien, ça donne un truc comme ça. D'accord? Et maintenant, eh bien, il va falloir nous occuper de l'écriture de code CSS et un peu de JavaScript, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir donc créer cet effet de défilement avec les témoignages et également donc l'effet de la barre de navigation lorsqu'on clique sur l'onglet juste ici pour afficher les autres onglets. C'est parti! Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, eh bien, on va venir nous occuper du code CSS pour styliser notre page. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Alors ici, si vous regardez bien, alors qu'est-ce que vous remarquez de différences flagrantes? Alors, je vais juste me placer dans le projet final, donc je vous laisse regarder. Eh bien, c'est tout simplement la police. D'accord? Donc, comme vous pouvez voir ici, la police est assez moche dans notre projet actuel, contrairement au projet final. Donc, en fait, c'est tout simplement parce qu'on n'utilise pas la même police. C'est logique. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme police au niveau du projet final? Eh bien, c'est la police inter. Alors, pour pouvoir importer des polices comme ça particulières sur votre projet, eh bien, vous pourrez utiliser des bibliothèques de police, comme pour les bibliothèques d'icônes finalement, comme FontAwesome. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme je l'ai dit, on va importer une bibliothèque de police dans notre projet. Enfin, on va importer une police à partir d'une bibliothèque de police, pardon. Donc, cette bibliothèque s'appelle Google Fonts. Donc, c'est une bibliothèque de Google, tout simplement. Pour cela, eh bien, vous tapez juste sur Google, Google Fonts. Ok? Voilà. Donc ici, vous allez avoir le premier lien qui est bien référencé. Pourquoi? Parce que c'est à Google, tout simplement. Donc, vous cliquez sur le premier lien, Google Fonts. Ok? Sinon, vous allez sur fonts.google.com. Ok? Donc ici, sur cette page, eh bien, vous aurez plein de polices que vous allez pouvoir importer au niveau de votre projet. D'ailleurs, pour le premier projet qu'on a réalisé au niveau de cette formation, on a utilisé cette bibliothèque de police, notamment pour importer, si je ne me trompe pas, la police Roboto ou je ne sais quoi. Ok, donc ici, vous avez une barre de recherche et vous allez donc pouvoir rechercher votre police. Donc ici, notamment, pour nous, c'est la police inter, comme ceci. Donc vous cliquez dessus. Voilà. Et ici, donc, vous allez avoir plusieurs styles, puisque oui, une police possède des styles. Ok? Donc ici, vous allez avoir du thin, du light, du gras, etc. Pardon. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous, personnellement, eh bien, on va venir importer la le style Light 300, donc celui-ci. D'accord? Donc, vous cliquez sur Select this style, vous fermez et vous allez également importer le second style. Donc, ça sera le Regular 400. Ok? Donc, vous cliquez dessus. Voilà, c'est juste en dessous. Et ici, donc, vous allez donc cliquer sur ce petit bouton à côté de Download Family. Donc, vous cliquez dessus. Et ici, vous avez deux choix. Vous avez soit le choix d'importer donc directement la police à partir d'une balise link dans votre head de votre fichier HTML, soit eh bien, vous allez cliquer sur Import et ici, il va vous générer du code CSS que vous allez pouvoir copier et coller au niveau de votre projet pour importer la police. D'accord? Donc nous, personnellement, eh bien, on va venir utiliser cette technique-là. Ok. Donc là, cependant, si vous actualisez votre page, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Rien n'a changé. Tout simplement parce que vous n'avez pas encore changé la propriété qui permet de modifier la police. Donc pour cela, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez descendre. Et ici, donc, vous allez copier la propriété Font Family qui est générée automatiquement. Ok? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez sélectionner le corps de votre page. Rappelez-vous, le corps de votre page, c'est-à-dire votre body, c'est l'élément qui représente votre page, en fait. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez tout simplement coller cette font family, d'accord? Et du coup, au niveau du body, c'est-à-dire l'élément qui stocke tous les éléments de votre page, eh bien, tous les éléments comme les textes, etc., eh bien, ça va posséder donc la police inter. Donc ici, si j'actualise ma page maintenant, vous allez voir que la police a changé au niveau de notre texte et ça, c'est parfait.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire également? Déjà, on va pouvoir retirer les marges qui s'appliquent automatiquement sur notre body. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a des petites marges en fait qui s'appliquent au niveau du body, qui séparent donc le body de nos éléments. Donc, pour retirer ces marges-là, c'est très simple, vous mettez margin 0. Voilà. Du coup, les marges qui se trouvent à l'extérieur de notre body, eh bien, vont s'effacer. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait également? Eh bien, vous pouvez mettre également un padding 0 pour retirer les marges qui se trouvent entre les bords de notre body et nos éléments. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire également? Eh bien, on peut mettre donc tout le texte en uppercase. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre tout le texte en majuscule. OK. Donc, pour cela, vous mettez donc texte, si je ne me trompe pas, c'est la propriété text transform comme ceci et vous mettez à uppercase. Et si vous actualisez votre page, vous allez voir que maintenant, tout le texte de votre page sera en majuscule. Et ça, c'est parfait. Alors une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir également appliquer une background color, c'est-à-dire une couleur d'arrière-plan à notre page. Donc par exemple ici, vous mettez la propriété background comme ceci. Voilà. Et vous la mettez en dégradé. Donc ici, si vous allez dans votre projet final, en fait ici, comme vous pouvez voir, la couleur, c'est pas une couleur uniforme, c'est plutôt un dégradé. Ok. Donc pour pouvoir appliquer donc, un dégradé à l'arrière-plan de votre page, n'utilisez pas la propriété background color puisque ça c'est pour appliquer une seule couleur. Donc par exemple ici du red, voilà comme ceci. Du coup, si j'utilise ça, eh bien, la couleur d'arrière-plan sera en rouge. Mais nous, ce qu'on veut, c'est mettre un dégradé. Donc, vous utilisez la propriété background. D'ailleurs, ici, avec background, vous pouvez très bien mettre une couleur. D'accord? Donc ici, ça ne change rien du tout. Mais ici, la différence, c'est qu'on peut utiliser d'autres choses. Donc ici, par exemple, on peut utiliser linear gradient, entre parenthèses, et vous mettez donc votre dégradé. Donc ici, je vous conseille par exemple d'utiliser le site UI Gradients. Voilà, donc vous tapez UI Gradients sur Google, vous cliquez sur le premier lien, d'accord? Donc Google, toujours notre moteur de recherche favori. Et ici, donc arrivé sur cette page, donc il va vous proposer un dégradé par défaut. Mais ici, vous pourrez cliquer sur Show All Gradients et vous pourrez donc choisir vos couleurs. Et ici, donc vous allez avoir plein de dégradés. Et du coup, pour pouvoir utiliser ce dégradé-là, eh bien, j'ai utilisé ce site. D'accord? Donc ici, vous cliquez dessus. Par exemple, celui-ci. D'ailleurs, je pense que c'est celui que j'ai utilisé, effectivement. Et donc ici, vous allez pouvoir donc cliquer ici sur la petite icône de code. Donc vous cliquez dessus et ici, eh bien, il va vous générer du code CSS que vous allez pouvoir copier et coller au niveau de votre code CSS. Donc ça, c'est super utile. Donc revenons à nos moutons. Donc ici, vous avez linear gradient et ici, vous allez mettre donc la direction, plutôt le sens de votre dégradé. Donc ici, moi, je veux que ça aille de gauche à droite. Donc vous mettez to right comme ceci. Si vous voulez que ça aille de droite à gauche, vous mettez to left tout simplement. Donc ici, je mets to right et donc vous allez mettre vos codes couleurs. Donc ici, vous allez mettre la première couleur du dégradé. Donc moi, ça sera du code hexadécimal 0,50 A0C à 0C comme ceci. Et ensuite, vous allez mettre également la deuxième couleur. Donc ça sera 2C5 3, pourquoi pas 64. OK. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir que maintenant, on a bien le dégradé de couleur qui s'applique en arrière-plan de notre page et ça, c'est super. Alors ici, on ne voit pas trop le texte, du coup, on va pouvoir mettre la couleur du texte, donc color, ici en white, c'est-à-dire en blanc. Et du coup, maintenant, si j'actualise ma page, vous allez voir que la couleur du texte s'est modifiée et ça, c'est super. Donc là, on a terminé avec notre sélecteur body. Donc ça, on s'occupe juste pour le moment de notre page, okay, des éléments généraux qui occupent notre page. Alors ici, je vais également créer une variable qui va s'appeler gray, qui va tout simplement stocker la couleur grise. Puisque si vous regardez au niveau de notre page, eh bien en fait, on a du gris très clair qui revient assez souvent. Donc par exemple ici, au niveau de la bordure des témoignages, en fait on a du gris ici. Alors ça se confond avec du blanc, je suis d'accord, mais c'est bien du gris très clair qui s'affiche. Ok. Pareil, lorsqu'on survole par exemple les éléments de notre footer, eh bien ici la couleur du texte se modifie en gris très clair. D'accord. Et pareil pour le header d'ailleurs, c'est-à-dire la barre de navigation. Ici on a également du gris qui apparaît. Mais je pense que c'est pas le même gris. Bref, c'est à voir.
Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien qu'est-ce qu'on peut faire? Comme je vous l'ai dit, une fois que je vous ai dit ça, eh bien on va pouvoir créer la variable grade. Donc pour cela, vous mettez deux points route. Voilà, en fait c'est le sélecteur route de notre page, c'est-à-dire la racine de notre page. Donc vous mettez deux points route comme ceci pour la racine de notre page. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on peut créer des variables au niveau de notre page. Donc pour cela, vous mettez tiret pour créer le nom d'une variable. Donc ici par exemple, vous mettez gray comme ceci. Et ici, donc vous allez mettre la valeur de votre variable. C'est comme des langages de programmation normaux, donc par exemple le Python, etc. Et donc ici, vous mettez quoi? Eh bien, vous allez mettre le code couleur, c'est-à-dire la valeur de cette variable. Donc, vous mettez le code couleur qu'on va utiliser, c'est-à-dire du D6, D6 et D6. Donc, c'est du gris très clair. Voilà, donc qui se trouve à ce niveau-là. Ok, donc maintenant, comme vous pouvez voir ici, eh bien, on a réussi à créer des variables et à modifier des propriétés au niveau du corps de notre page, c'est-à-dire de notre body. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la stylisation, si vous voulez, de nos éléments concrets qui se trouvent au niveau de notre page, c'est-à-dire la barre de navigation, le contenu, les témoignages et le footer. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, premièrement, on va venir nous occuper de la barre de navigation. Donc pour cela, eh bien, on va déclarer notre sélecteur nav, c'est-à-dire la balise nav qui se trouve ici au niveau de notre barre de navigation. Donc rappelez-vous ici, dans la barre de navigation, on a le titre de la page et on a une liste qui affiche donc nos onglets. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement déjà pour pouvoir diviser comme ça la barre de navigation en deux parties, d'accord? Donc ici on a la première partie avec un trait au milieu qui sépare les deux parties. Eh bien tout simplement on va pouvoir utiliser les CSS grids, d'accord? Alors vous pourrez également utiliser les flexbox, mais ici on va utiliser les grilles en CSS, c'est-à-dire les CSS grids. Alors ici, vous pouvez donc apprendre le fonctionnement des CSS grids. D'ailleurs, c'est conseillé. Je vous conseille d'apprendre le fonctionnement des CSS grids si vous ne le savez pas encore. D'accord? Sinon, vous pourrez utiliser des outils en ligne qui génèrent automatiquement du code de CSS grid. Alors ça, c'est pas très conseillé si vous n'avez pas vos bases en CSS grid. D'accord? Et moi, je vous conseille donc de bien avoir les bases en CSS grid avant d'utiliser ce genre d'outils, notamment des frameworks par la suite. Par exemple. Ok, donc qu'est-ce que je vous conseille de faire? Eh bien, vous allez sur Google, vous tapez donc CSS Grid Generator, comme ceci. Voilà. Donc ici, vous allez avoir plusieurs choix. Donc vous allez cliquer sur celui qui vous convient, pardon. Mais moi, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est le site, donc l'outil en ligne de Sarah Edo. D'accord? Donc Sarah Edo, qui est une développeuse. Donc vous cliquez sur le premier lien, d'accord? Le lien, donc l'outil créé par Sarah Edo, voilà. Et ici, eh bien, vous allez avoir cette petite interface là, très bien faite d'ailleurs, qui vous permet de créer comme ça des grilles en CSS, d'accord? De créer des conteneurs comme ça, voilà. Donc ici, vous allez avoir également des paramètres que vous allez pouvoir prendre en compte. Vous allez pouvoir ajouter des rangées et des colonnes, des marges, etc. Et ensuite, eh bien, vous allez avoir du code qui sera généré. Ok, mais je vais vous expliquer tout ça. Alors nous, ce qu'on veut obtenir, comme je vous l'ai dit, c'est deux parties comme ça, d'accord? Une première partie avec une seule rangée, bien évidemment. Donc une partie ici qui stocke le titre et une autre partie qui stocke notre liste d'onglets. Donc comme ça, ici, on a deux parties. Ok, donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On revient dans l'outil CSS Grids de Sarah Edo. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien ici, on va créer 5 colonnes. D'accord? Donc ces 5 colonnes-là, on va pouvoir faire rentrer nos parties. Ok? Et ensuite, au niveau des rangées, comme je l'ai dit, on aura une seule rangée. Donc vous mettez 1 ici. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien ici, on va créer comme ça deux parties. Donc ici, on va créer une partie qui sera plus grande qu'une autre, puisqu'ici, on a 5 colonnes. Donc les parties ne seront pas égales, c'est logique. Du coup, ici, au niveau de la première partie, on va créer une petite partie qui va occuper 2 colonnes. Ok? Et au niveau de la deuxième partie, on va occuper 3 colonnes. C'est logique tout simplement parce qu'ici, on a une partie, la deuxième partie, qui est plus grande que la première partie. Donc maintenant, au niveau des marges entre les colonnes, vous mettez 0, à part si vous voulez par exemple séparer les deux parties, mais moi, je ne veux pas le faire. Voilà, donc je mets 0. Et au niveau des marges entre les rangées, donc ça sert à rien puisqu'on n'a qu'une seule rangée, donc vous laissez à 0. Maintenant, eh bien, on va pouvoir
voir le code généré par l'outil. Donc ici, vous allez cliquer sur puis-je voir le code et ici, comme vous pouvez le voir, vous avez du code qui a été généré. Alors comment l'utiliser pour ceux qui n'ont pas les bases en CSS Grid? Alors avec les CSS Grid et les Flexbox, on a ce qu'on appelle un conteneur parent qui va stocker nos items. Donc ici, si l'on retourne dans notre code HTML, le conteneur c'est quoi? Eh bien c'est notre barre de navigation, puisque dans cette barre de navigation, on a des items. On a deux items exactement, donc on a le premier item qui stocke donc le titre et on a le deuxième item qui stocke nos onglets. Ok, donc les items, c'est toujours les premiers enfants, les enfants directs, si vous voulez, de notre conteneur. Ok, donc ici, au niveau du code, en fait, ici, le parent, ça sera notre barre de navigation. Donc, on va copier tout le code qui est généré et on va le coller au niveau de notre balise nav, de notre sélecteur nav en CSS. Ok, voilà. Donc ensuite, pour nos deux autres éléments, donc ici ce sera div1, div2, vous l'aurez compris, ce sera premièrement notre titre et deuxièmement notre liste. Ok, donc ici, on va revenir au niveau de l'outil, on va copier le code qui a été généré pour la div 1, ok, et ici qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien pour le nav h1, vous allez coller donc la grid area 1/1/2/3, ok. Et ensuite pour notre deuxième item, c'est-à-dire notre liste, on va copier donc le code ici et on va donc le coller juste ici donc pour notre UL, d'accord, notre liste de balises UL, ok. Donc ici vous allez coller ce que vous avez copié, oui. Donc si vous revenez au niveau de votre projet, vous allez voir qu'ici, on a deux parties qui se sont créées et ça, c'est super. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est de placer les items au centre. Donc pour cela, vous pourrez mettre Place Items ici au niveau de votre conteneur nav et vous mettez Center, comme ceci. Voilà, donc maintenant nos items sont placés au milieu de notre barre de navigation. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir également ajouter Align Item Center comme ceci pour aligner notre onglet au niveau de, notre liste plutôt au niveau de notre titre. Notamment, ça va être utile lorsqu'on va se placer au format mobile. Alors ici, je vais revenir au niveau du projet final. Lorsqu'on se place au format mobile, ça va être utile notamment sur le fait d'aligner en fait notre onglet, donc notre petite icône à notre titre. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est de rajouter une petite bordure donc en dessous de notre barre de navigation comme ici au niveau de notre projet final. D'accord? Donc comme vous pouvez voir ici, on a bien une petite bordure blanche qui apparaît en dessous. Donc pour cela, vous mettez juste border, bottom, comme ceci, et vous mettez la largeur de votre bordure. Donc vous mettez un pixel solide et vous mettez la couleur de votre bordure. Moi, ça sera du blanc. Donc si j'actualise ma page maintenant, ici comme vous pouvez voir, eh bien, on a bien une bordure qui apparaît. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut également mettre la bordure qui se trouve ici, donc qui sépare nos deux parties. En fait, cette bordure, c'est une bordure qui se trouve à gauche de notre liste, une bordure blanche tout simplement, qui se trouve à gauche de notre liste et qui ressemble en fait à une sorte de séparation. D'accord? Donc pour cela, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, au niveau de votre liste, donc nav UL, eh bien, vous allez tout simplement mettre border left et vous mettez un pixel également solide white, comme ceci. Du coup, ici, on a mis une bordure à gauche de notre liste. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, on a bien la bordure qui apparaît. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut continuer. Donc vous pouvez mettre une hauteur de 100% à cette liste, d'accord? On veut que notre liste prenne toute la hauteur, d'accord? Et du coup, maintenant la bordure, eh bien elle s'affiche sur la totalité de la hauteur de la barre de navigation puisque notre liste prend 100% de la hauteur de la barre de navigation. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut également aligner tous les éléments de la liste, tous les LI de la liste. Donc pour cela, vous mettez Display Flex. On utilise cette fois-ci les Flexbox pour aligner nos éléments. Alors, pourquoi nos éléments s'alignent? Tout simplement puisque par défaut, on a une propriété de Flexbox qui dit Flex Direction Row, comme ceci, d'accord? Et du coup, par défaut, cette propriété est à row et par défaut, donc, nos éléments vont s'aligner. Si par contre, ici, on met par exemple colonne à cette propriété, eh bien, nos éléments vont s'afficher comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils s'empilent, ok? Donc ici, par défaut, c'est à row, donc pas la peine de spécifier cette propriété
pour aligner nos éléments. Donc ici, vous mettez juste display flex comme ceci. Alors normalement, je pense que vous avez déjà vos bases en CSS. Si ce n'est pas le cas, en Flexbox, en CSS. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut retirer toutes les marges qui se trouvent à l'extérieur de notre liste. Donc pour cela, vous mettez... alors pourquoi je dis ça? Déjà, tout simplement parce que si j'inspecte ma page, d'accord? Si ici, donc je me place au format horizontal, pourquoi pas? Et donc si je me place donc au-dessus de ma liste, ici, comme vous pouvez voir, eh bien, on a une marge en fait qui s'affiche. D'accord? On a une marge en orange, d'accord? En dessous de notre liste qui s'affiche. D'accord? Donc cette marge-là, on va pouvoir la retirer en mettant margin 0. Et donc maintenant, la marge a été retirée, donc je peux refermer tout ça. OK. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout simplement, on peut aligner nos éléments au centre. Donc pour cela, vous mettez Align Items, qui est également une propriété des Flexbox et des CSS Grids. Vous mettez Align Items Center et ainsi, eh bien, nos éléments vont se mettre au milieu. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut faire également? Eh bien, on peut mettre List Style Type à None pour retirer donc les petits points qui s'affichent en fait avant chaque onglet. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir nous occuper directement de nos onglets. Donc pour cela, vous allez mettre nav ul li comme ceci, puisque nos onglets li de balise li se trouvent dans notre liste, qui se trouve dans la barre de navigation. Alors c'est toujours important d'être précis comme ça, pour pouvoir éviter de se retrouver avec plein de bugs par la suite. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut espacer nos éléments, chaque élément. D'accord? Donc pour cela, vous pouvez mettre en fait une marge à l'extérieur, à droite de chaque élément pour pouvoir espacer les éléments. D'accord? Puisque c'est logique, si vous placez une marge à droite de vos éléments, donc par exemple ici on a notre entreprise, si on met une marge à droite, à l'extérieur, à droite de cet élément, eh bien on va pouvoir l'espacer de l'onglet suivant, c'est-à-dire service. Ok? Du coup, ici, vous pouvez mettre une marge à l'extérieur, à droite de l'élément. Donc, vous mettez margin right et vous mettez 20 pixels, par exemple. Et donc ici, à ce moment, comme vous pouvez voir ici, on a des espaces qui apparaissent, qui séparent chaque élément. Ok. Ensuite, on peut également réduire la taille du texte des éléments, des onglets. Donc pour cela, vous mettez font size 13 pixels, par exemple. Donc si j'actualise ma page maintenant, vous pouvez voir qu'ici, on a bien la taille du texte qui a été modifiée. On peut également mettre la propriété curseur à pointeur. Pourquoi? Tout simplement parce que si je mets curseur pointeur, maintenant si je place mon curseur au-dessus de chaque élément, eh bien le curseur de l'utilisateur se modifie en un pointeur et ça lui indique qu'il faut cliquer sur l'élément. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut également masquer notre petit onglet, ici notre petite icône, puisque on l'affiche seulement au format mobile, d'accord? Puisque si ici tous nos onglets apparaissent, eh bien ça ne sert à rien d'avoir ce petit bouton là pour cliquer dessus. Donc pour cela, vous mettez nav ul et vous mettez l'identifiant label. Voilà, donc comme ceci. Donc le label, rappelez-vous, l'identifiant label correspond tout simplement à l'identifiant qu'on avait passé au LI qui stockait l'icône, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous ouvrez vos accolades et ensuite vous mettez display none pour masquer en fait ce label-là, d'accord? Cette icône. Donc maintenant, si j'actualise ma page, vous allez voir que l'icône disparaît. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien ce qu'on peut faire également, c'est de modifier la couleur du texte lorsqu'on passe le curseur dessus. D'accord? Donc pour cela, il vous suffit de reprendre le sélecteur de nav ul li, ok, puisqu'on s'adresse aux onglets li de notre liste. Et ici, vous rajoutez juste 2 points over, c'est-à-dire la pseudo-classe over, qui nous permet de détecter lorsque l'utilisateur passe son curseur au-dessus d'un élément. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on modifie juste la couleur, donc vous mettez var -gray. Alors ici, var-gray correspond tout simplement à la variable -gray qu'on avait déclarée, d'accord? Qu'on avait déclaré juste avant ce tutoriel, ok? Donc ici, on met color var-gray, var entre parenthèses -gray pour utiliser la variable -gray qu'on avait créée tout à l'heure.
Ok, donc maintenant, si vous actualisez votre page, si vous placez votre curseur au-dessus de chaque onglet, comme vous pouvez voir, eh bien, la couleur se modifie en gris. Ok, donc là, vous pouvez penser qu'on a presque terminé. Oui, on a presque terminé, mais on n'a pas tout à fait terminé. Parce que si vous vous placez au format mobile, vous allez voir que ça ne s'affiche pas du tout correctement. Donc je vais me placer par exemple iPhone 5 SE, et ici vous allez voir que ça fout le bordel. D'accord ? Donc ici, il va falloir donc modifier la barre de navigation pour que ça s'adapte au format mobile. Ok ? Donc pour cela, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est déjà d'utiliser ce qu'on appelle les media queries en CSS. Alors c'est quoi les media queries? Déjà, on a déjà vu ça dans le tutoriel précédent si vous avez vu la vidéo. Mais bon, je vais vous le rappeler. Les media queries sont tout simplement, c'est tout simplement en fait une fonctionnalité CSS qui permet d'appliquer certains styles à vos éléments seulement si la taille d'écran mobile, seulement si la taille d'écran est inférieure ou égale à une taille précise ou bien supérieure ou égale à une taille précise. D'accord? Ça nous permet notamment de détecter le format d'écran de l'appareil, par exemple si c'est un mobile, un ordinateur ou autre, et en fonction de ça, eh bien, on peut appliquer certains styles à vos éléments. Ok? Ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas trop, je vais vous expliquer tout ça dans les détails. Donc ici, vous mettez @media screen, comme ceci, et vous mettez ind, entre parenthèses, max suisse, et vous mettez votre largeur. Ok, donc vous mettez, par exemple, 768 pixels, c'est le format mobile. Ok, donc en fait, ici, on lui dit, en fait, d'exécuter tout le code qui se trouve à l'intérieur seulement, donc si et seulement si, la largeur d'écran de l'utilisateur ne dépasse pas les 768 pixels. Ça veut dire que ça peut être 768 pixels ou inférieur à 768 pixels. Si c'est supérieur, alors le code ne sera pas exécuté. Sinon, eh ben, le code sera exécuté. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, ça va nous permettre de gérer comme ça toutes les tailles d'écran. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si la taille d'écran est inférieure ou égale à 768 pixels, eh bien, au niveau du sélecteur nav, de la barre de navigation, déjà, on pourra modifier les marges qui se trouvent à l'intérieur. Donc, on peut mettre padding 10 pixels, comme ceci. Donc, si j'actualise le code, eh bien, vous allez voir que les marges qui se trouvent entre le contenu de la barre de navigation et les bords de la barre de navigation se sont un tout petit peu augmentées. Ok, donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ici, pardonnez-moi, je fais des petites mauvaises manipulations, c'est pas grave. Voilà. Alors ici, regardez, en fait, ça fout le bordel au niveau de la page, en fait, au niveau de la barre de navigation, nos éléments s'empilent. Donc là, par exemple, il n'y a plus de place, donc notre titre va au-dessus de la liste. Et ça, c'est dû au comportement des CSS grids, ok? Donc en fait, la grille ne rentre pas au niveau de la page. Donc ce que vous pouvez faire, c'est au lieu d'utiliser cette fois-ci les CSS grids, on va pouvoir utiliser les CSS flexbox au format mobile. Donc ici, vous allez mettre display flex. Ok? Donc comme ça, eh bien, vous allez voir que maintenant, tout se place correctement, tout s'aligne correctement. Ok? Notre titre est bien aligné avec notre liste. Ok. Alors ici, ce qu'on peut faire aussi, c'est de masquer cette fois-ci tous les onglets. D'accord? Les onglets qui s'affichent ici, on ne veut pas les afficher au format mobile. Seulement si l'utilisateur clique sur la petite icône, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir afficher ces onglets. Mais sinon, autrement, on ne les affiche pas. Donc pour cela, vous mettez nav UL, donc les onglets qui se trouvent dans la liste, vous mettez display none comme d'habitude. Donc si vous actualisez votre page, maintenant vous allez voir que les onglets ne s'affichent plus. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est par contre le label, c'est-à-dire l'icône. Cette fois-ci, on l'affiche par défaut. Le label n'est pas affiché ici. On avait écrit ce code pour ne pas afficher le label par défaut sur notre page. Cependant, lorsque le format est au mobile, eh bien, nous, on veut l'afficher. Donc, pour cela, il suffit de faire nav ul, donc le label, voilà l'identifiant label. Et vous allez faire un display block cette fois-ci. Donc c'est la valeur par défaut. Donc là on avait mis un none et cette fois on l'affiche en mettant block. Donc comme vous pouvez voir maintenant, l'icône s'affiche à côté. Alors on va pouvoir mettre un grand espace entre le titre et l'icône et la liste. Donc comment faire? Eh bien vous ajoutez au niveau du sélecteur nav, vous pouvez ajouter ici la propriété justify content des flexbox, vous mettez space between.
Donc si vous actualisez votre page maintenant, vous allez voir qu'ici, on a bien un grand espace entre notre titre et notre liste qui stocke normalement notre icône. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire également? Alors ici, vous pouvez voir qu'on a, alors j'arrête pas de zoomer, dézoomer. Donc ici, normalement, comme vous pouvez voir ici, on a la bordure qui reste. Donc la bordure left qu'on avait appliquée ici au niveau de notre liste, ici. D'accord? Donc ça, on peut le retirer puisque ça fait un effet assez moche au niveau de notre page. Donc comment faire? Vous faites tout simplement ici, alors je vais juste le mettre ici, nav ul, ici, on va mettre border left à none. D'accord? Donc on n'affiche pas la bordure à gauche. Donc ici, normalement, ici, si vous enregistrez, si vous actualisez votre page, la bordure disparaît. Ok, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est de nous occuper de la fonctionnalité qui permet d'afficher en fait tous les onglets lorsque l'utilisateur clique sur le petit onglet. Parce que là, si vous cliquez sur le petit onglet, ça ne fait absolument rien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va écrire du code JavaScript. C'est à ce moment-là qu'intervient le JavaScript. Ok, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un code hyper complexe. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, dans le fichier index.html, il va falloir lier ce fichier script.js, sinon on ne pourra pas accéder au code qui se trouve dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à la fin, à la fermeture en fait de votre balise body, vous allez pouvoir mettre ici script comme ceci et vous mettez src, donc l'attribut src à l'intérieur de la balise script et vous mettez l'adresse de votre fichier script.js. S'il se trouve à côté de votre fichier index.html, c'est tant mieux, vous pourrez écrire script.js. Par contre, s'il se trouve par exemple dans un dossier assets, vous pourrez écrire ici assets/script.js. Ok, donc ça, c'est exactement comme pour les images, comme le fait d'afficher les images ou le fait de lier un fichier CSS. Donc ici, bien évidemment, mon fichier script.js se trouve dans le même dossier que mon fichier index.html, donc j'efface tout ça. Ok, donc une fois qu'on a lié notre fichier script.js à notre fichier index.html, eh bien on va pouvoir écrire notre simple code JavaScript. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors ici, ce qu'on veut faire, c'est que lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, eh bien on va afficher les onglets. Mais justement, comment est-ce qu'on peut faire pour détecter si l'utilisateur a cliqué sur le bouton? Alors déjà, on a l'événement onClick qu'on va pouvoir mettre au niveau de cet onglet-là. Mais ce n'est pas tout, puisque si vous mettez onClick, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, ça va être très simple. Si l'utilisateur clique sur le bouton, d'accord, s'il est sur l'onglet, eh bien, au niveau de notre barre de navigation, du code de notre barre de navigation, au niveau de la classe, ici nav, on va pouvoir rajouter un autre truc, une autre classe, pardon, qui va s'appeler responsive. Donc vous mettez espace responsive. D'accord? Alors ici, vous faites rien. C'est juste une explication. Ok? Donc ici, vous mettez, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton, vous allez ajouter une classe. Donc vous allez mettre nav responsive. Et à ce moment-là, dans le CSS, on va pouvoir donc déclarer cette classe responsive là de notre barre de navigation. Et on va pouvoir donc afficher les onglets lorsque la classe est à responsive. Sinon, eh bien, si l'utilisateur ferme le bouton, d'accord, s'il clique une deuxième fois, eh bien, on va pouvoir remettre à la classe par défaut, c'est-à-dire un nav. Et dans ce cas-là, eh bien, on ne fait absolument rien. D'accord? Donc, c'est ça le système. Si l'utilisateur clique sur l'onglet pour afficher les onglets, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ajoute la classe responsive. Et dans ce cas, vu qu'on a écrit du code CSS, vu qu'on aura écrit, puisqu'on n'a pas encore écrit, donc vu qu'on aura écrit des propriétés au niveau de cette classe responsive là, eh bien, les onglets vont s'afficher. D'accord? Donc sinon, eh bien, si l'utilisateur ne clique pas dessus ou bien ferme l'affichage des onglets, eh bien, on revient à nav et dans ce cas-là, les styles de responsive ne vont pas s'appliquer. Bref, vous allez voir ça en détail lorsqu'on va écrire notre code. Donc c'est parti. Au niveau du fichier script.js, eh bien on va venir donc créer une fonction, une fonctionnalité si vous voulez. Donc pour cela, pour créer une fonction en JavaScript, vous pouvez tout simplement écrire function comme ceci. D'accord? Donc là, on utilise une fonction et vous allez l'appeler par exemple mobile, d'accord? Pour le format mobile. Et ici, vous allez mettre des parenthèses. Donc ensuite, vous allez mettre des accolades comme au CSS. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer une variable. Donc pour cela, vous pourrez utiliser le mot-clé const pour créer une constante. Ok? Donc, ou bien vous pouvez utiliser var, l'ancienne syntaxe var. Ok? Mais c'est plus conseillé d'utiliser const et let.
Alors ici, je vais utiliser var pour pas vous perdre. Donc vous mettez var, ok, pour créer une variable et vous allez l'appeler par exemple x, d'accord? X sera notre variable qui va en fait stocker notre barre de navigation, ok? Donc comment faire pour accéder aux données de la barre de navigation? C'est très simple, il suffit de mettre un égal comme ceci, donc la variable x va correspondre à document, donc ici document. Alors document, c'est notre document, c'est notre page HTML. Et ici, vous mettez get element by ID entre parenthèses. Donc ici, il va récupérer un élément en fonction d'un ID dans notre document, d'accord? Dans notre DOM. Donc ici, quel élément on va récupérer? Eh bien, on va récupérer la barre de navigation. Et cette barre de navigation-là, elle possède quoi? Elle possède un ID nav, ok? Et du coup, ici, vous spécifiez l'identifiant nav entre les parenthèses et avec des apostrophes. Ok, donc vous mettez un point virgule, comme ceci. Ok, donc là, on a créé une variable x qui stocke notre barre de navigation. Cette variable, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler nav, vous pouvez l'appeler navigation, etc. D'accord? Donc moi, j'appelle x pour ne pas compliquer les choses. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, en fait, on va venir écrire une condition. Puisque ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était des conditions. Si l'utilisateur clique, on rajoute responsive. Sinon, eh bien, on laisse à nav. Ça, c'est des conditions. Donc en JavaScript et dans d'autres langages de programmation, vous avez des conditions qui gèrent ça. Donc ici, vous mettez if, comme ceci, entre parenthèses, et vous mettez la condition dans ces parenthèses-là. Ici, on va vérifier si la classe de cette barre de navigation qu'on a récupérée, donc ici classe, si la classe de cette barre de navigation qu'on a récupérée est égale à nav, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas encore cliqué dessus. Donc ici, si x.className pour récupérer la classe, égal à nav, donc égal pour vérifier en type et en valeur. Donc ici, si la classe de cet élément x là, donc de notre barre de navigation vaut nav, donc si c'est nav, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On met à responsive, on ajoute responsive, ok? Donc ça fait nav espace responsive. Donc ici on met x.className, className, plus égal pour rajouter quelque chose à la classe précédente, à la valeur précédente, c'est-à-dire nav, vous mettez espace responsive, comme ceci. Donc ici, cette condition va vérifier lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, d'accord, sur l'onglet pour afficher les autres onglets. Donc si l'utilisateur clique dessus, eh bien ici, dans la classe de la barre de navigation, on va rajouter espace responsive. C'est exactement ce que le code est en train de dire. Sinon, eh bien, si c'est déjà à nav responsive, ça veut dire que l'utilisateur a déjà cliqué. Si c'est déjà à nav responsive, on met la class name à nav, d'accord? On la referme en mettant la valeur par défaut, vous mettez égal nav, comme ceci. Donc si on reclique encore une fois, eh bien, ça revient à nav pour refermer les onglets. Super, et bien voilà, c'était juste le code JavaScript qu'on a écrit. Alors pour pouvoir exécuter cette fonctionnalité, cette fonction, eh bien qu'est-ce que vous allez faire? Dans votre fichier index.html, ici il va falloir rajouter au niveau de votre LI, au niveau du menu hamburger, ici vous pouvez faire onClick, comme ceci, vous rajoutez l'attribut onClick et vous spécifiez votre fonction, c'est-à-dire mobile. Vous mettez des parenthèses pour spécifier la fonction. Voilà, donc maintenant si vous actualisez votre page, si vous cliquez sur le bouton, comme vous pouvez le voir ici, la classe devient nav responsive. Si vous cliquez encore une fois, ça revient à nav. Et là, on peut jouer avec ça, ça devient nav responsive, nav responsive, etc. Et donc nous, au niveau du CSS, on va spécifier nav responsive, d'accord? Juste responsive, pourquoi pas. Donc on spécifie la classe responsive et on affiche les onglets. Donc c'est ce qu'on va venir faire au niveau de notre fichier CSS. Lorsqu'on est au format mobile, eh bien ici, on va spécifier la classe responsive, d'accord? Si la classe responsive est active, donc nav.responsive. Alors ici, vous ne mettez pas d'espace entre nav et responsive puisque la barre de navigation possède la classe responsive et la classe responsive n'est pas dans la barre de navigation, ok? Donc ici, vous ne mettez pas d'espace puisque la barre de navigation a la classe responsive. Donc ici, nav responsive, ou bien vous pouvez retirer nav, vous pouvez juste mettre .responsive, ça fait la même chose. Donc vous mettez nav responsive comme ceci. Et qu'est-ce qu'on fait? On met donc position relative.
comme ceci. Ok, donc vous allez voir pourquoi, tout simplement parce qu'on va venir positionner par la suite notre petit label par rapport à notre barre de navigation, ok, pas par rapport à notre page. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut mettre aussi display block, d'accord? Donc si vous actualisez votre page, vous allez voir que notre onglet, donc notre liste en fait, va se placer en dessous de notre titre. Pourquoi? Parce qu'on a mis un display block. On a annulé en fait les grids, d'accord? Enfin plutôt le display flex juste ici, d'accord? On a annulé ce display flex en mettant un display block, ce qui va permettre d'empiler les éléments. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut tout simplement ici mettre nav responsive, encore une fois. Voilà. Mais cette fois-ci, on spécifie la liste, d'accord? La liste qui affiche les onglets au niveau de la barre de navigation. Donc cette fois-ci, on met display block également, puisque d'habitude, c'était par défaut, c'était à flex. Ici, si l'on remonte notre code, ici, on a bien display flex pour notre nav UL pour aligner tous nos éléments. Et là, on veut empiler nos éléments. D'accord? Donc, on veut empiler nos onglets. On ne veut pas les aligner. Puisque si on va dans notre projet final, ici, si j'inspecte l'élément et que je me place au format mobile, ici, comme vous pouvez voir, si je clique dessus, nos onglets sont bien empilés et non alignés. Donc ici, mettez bien display block. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire également? Eh bien, on va pouvoir centrer le texte. Alors déjà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'afficher tous les onglets. Donc vous mettez ULLI, donc nav responsive ULLI, et vous mettez display block. Voilà, puisque par défaut, ici, on avait mis un display none. Ok? Donc ici, spécifiez bien point responsive, d'accord? Puisque c'est à la classe responsive qu'on affiche les éléments. Ok? Donc ici, n'oubliez surtout pas de mettre point responsive. Donc si vous actualisez votre page maintenant, ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a bien nos éléments qui s'affichent, qui s'empilent. Ok? Donc on va pouvoir centrer le texte en mettant text align center, comme ceci. Donc si vous actualisez, ici, votre texte sera centré, enfin vos onglets seront centrés au milieu de notre page. Alors ici, d'ailleurs, le text align, vous pouvez le mettre ici directement au niveau de votre UL. Ok? Donc si vous faites ça, si vous actualisez, ça va faire la même chose. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait si j'enlève ce text align center là, on a une grosse marge en fait qui apparaît entre le bord en fait de notre liste et nos éléments, le contenu de notre liste. Ok? Donc pour retirer cette marge qui se trouve à gauche, vous mettez margin, padding 0. Pourquoi? Parce que c'est une marge qui se trouve à l'intérieur de notre liste. Et maintenant, eh bien, nos éléments se placent correctement. Ici, on peut remettre notre text align center. Voilà, pour centrer tous nos éléments, tous nos onglets. Ok. Alors maintenant, ce petit truc-là, donc ce petit onglet-là, alors comme vous pouvez le voir, ça fonctionne déjà. Donc si vous cliquez sur l'onglet pour afficher les autres onglets, eh bien ça s'affiche. Si vous recliquez dessus, eh bien vu que la classe devient nav, eh bien là, eh bien, les onglets ne s'affichent plus. Donc là, vous pouvez jouer avec ça, c'est parfait. Alors cette fois, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de replacer ce petit onglet-là, la petite icône, au même niveau que notre titre. Donc pour cela, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est tout simplement de mettre nav.responsive ul label, donc puisque c'est notre ID label, comme ceci. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez position absolute pour cette fois-ci le positionner par rapport à notre barre de navigation qui est en position relative. Et ce que vous allez faire, vous mettez right 0, enfin 10 pixels plutôt. Voilà, donc vous mettez right 10 pixels pour le placer à droite de notre barre de navigation de 10 pixels. Donc à partir du bord droit de notre barre de navigation, eh bien, notre icône se place 10 pixels en retrait. Ok. Ensuite, eh bien, on va le placer juste au même niveau que notre titre. Donc, à partir du bord en haut de notre barre de navigation, on peut par exemple descendre d'un certain nombre de pixels pour le placer au même niveau que notre titre. Donc, par exemple, ici, on peut mettre top 36 pixels. Donc, au niveau de notre top, c'est-à-dire au niveau du bord haut de notre barre de navigation, on descend de 36 pixels et voilà, on arrive au même niveau que le titre. Maintenant, si vous cliquez dessus, comme vous pouvez le voir, tout s'affiche correctement et tout fonctionne correctement. Donc tout fonctionne correctement au format mobile et au format paysage, ordinateur, tablette, etc. C'est parfait. Alors une fois qu'on a terminé donc la création de notre barre de navigation, donc l'écriture du style CSS, eh bien qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien on va maintenant nous occuper à l'espace suivant, c'est-à-dire la section du contenu.
D'accord? Donc ici, comme vous pouvez le voir, alors ici, je vais dans mon projet final. Et ici, eh bien, comme vous pouvez le voir, on a du contenu qui s'affiche correctement avec deux petits textes à droite, enfin à gauche et à droite. Ici, on a un titre principal avec une image de présentation. Donc c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien, ça va être très simple. Rappelez-vous, dans notre fichier index.html, on avait créé une section de classe content. D'accord? Donc c'est cette section qu'on va venir styliser. Alors, dans cette section, on avait une div about. Ok? Donc, dans la div about, on avait nos deux paragraphes à gauche et à droite. Ensuite, on avait un gros titre et une image. D'accord? Donc, c'est ces éléments qu'on va venir styliser. Alors, on va venir donc sauter deux lignes plutôt. Et on va venir déclarer notre content, ok, notre section content. Donc point content pour spécifier la classe content. Si c'était un identifiant, vous mettriez un hashtag, un dièse. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, vous allez mettre margin 5%. Donc ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à rajouter des marges à gauche, à droite. Alors ici à droite, on ne voit pas trop parce que l'image est trop grande, mais on a bien des marges à gauche, à droite, en haut et en bas de notre content. Ok? Donc ça nous permet de mettre un petit espace entre chaque bordure. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir nous occuper de notre div about. Donc rappelez-vous, c'est la div qui stocke nos deux textes. Donc pour cela, vous mettez quoi? Vous mettez content about, puisque notre div about se trouve dans le content, enfin dans la section content. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre display flex. Display flex va nous permettre tout simplement d'aligner nos deux éléments. Ok? Donc ici, ça s'aligne. Pourquoi? Alors c'est juste un concept de flexbox, comme je vous l'ai expliqué. Ça s'aligne encore une fois, puisque par défaut, notre propriété flex direction est à raw. Voilà. Donc si c'est à colonne, ici, eh bien, ça va s'empiler. D'accord. Donc en fait, ça change juste la direction de notre axe principal, si vous voulez. Donc ça, normalement, vous connaissez si vous avez, encore une fois, vos bases en Flexbox. Et d'ailleurs, j'ai fait une formation à ce sujet qui est disponible sur mon site frenchcoder.fr où vous pourrez donc acheter la formation qui vous permet d'apprendre à mieux positionner vos éléments en CSS avec les Flexbox. Bref. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez mettre également un justify content space between, comme ceci. Alors ici, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, parce que j'ai oublié un Y. Voilà. Et ça nous permet notamment de mettre un grand espace entre les deux éléments. Voilà. Donc ça nous permet de mettre le premier texte d'un côté et l'autre texte de l'autre côté. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut directement nous occuper du texte de chaque élément, de chaque paragraphe. Donc pour cela, vous mettez content about et vous vous occupez des paragraphes, des balises P qui se trouvent dans votre balise content, votre balise about plutôt. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, on va pouvoir donc mettre une largeur maximale à ne pas dépasser. D'accord? Ça nous permet notamment de passer à la ligne au niveau du texte. Donc pour cela, vous mettez max width comme ceci. Voilà, donc max width et vous mettez 150 pixels par exemple. Et du coup, eh bien, à ce moment-là, eh bien, votre texte va descendre. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué une largeur que notre texte, nos paragraphes ne doivent absolument pas dépasser. Donc, si vous rajoutez du texte par la suite, eh bien, en fait, vos éléments, votre texte va tout le temps passer à la ligne à chaque fois. Pourquoi? Parce que la largeur a été fixée. La largeur maximale à ne pas dépasser a été fixée à 150 pixels. Ok, ensuite on va pouvoir également modifier la taille du texte à 13 pixels par exemple et du coup ça va les rétrécir, d'accord? Donc comme vous pouvez voir ici, on a bien tout qui s'affiche correctement. Ensuite on va pouvoir modifier la couleur du texte en mettant color var-gray puisqu'on utilise toujours la variable gray qui se trouve ici. Donc si vous actualisez votre page, ici on a bien donc le texte qui s'affiche correctement avec la taille et la couleur. Voilà, donc à ce niveau c'était assez simple au niveau des deux petits textes qui se trouvent à gauche et à droite. Maintenant on va pouvoir nous occuper donc du titre principal. Donc pour cela qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, il suffit de spécifier content H1, donc le titre H1 qui se trouve dans notre section content et on va mettre font size à 5 view width. Ici, 5VW, comme ceci. Donc, ça va nous permettre d'agrandir la taille du texte. Alors, view width, pour ceux qui ne savent pas, c'est une unité qui
qui prend pour référentiel en fait le viewport, c'est-à-dire la page, la totalité de la surface que l'utilisateur voit, c'est-à-dire la totalité de la page en fait, d'accord, au niveau du navigateur. Et en fait, ici, en mettant 5 view width, ça veut dire qu'on prend 5% de la largeur du viewport, de la largeur de la surface que l'utilisateur voit. Ok? Donc ici, on prend 5% de la largeur de la viewport, ok, en faisant 5 VW. Et du coup, ici, le texte sera hyper grand. Si vous ajoutez comme ça 10 view width, ça va prendre 10% de la largeur du viewport, ok. Et du coup, ça va afficher un truc hyper grand. Donc ici, on peut mettre 5 view width. Et l'avantage avec l'unité view width, c'est que si vous vous placez par exemple au format mobile, eh bien, vu que la surface visible par l'utilisateur est plus petite, et du coup, eh bien, 5% de la surface visible par l'utilisateur sera également plus petit. Donc ici, comme vous pouvez voir, la taille du texte est bien adaptée au format mobile également. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir nous occuper de l'image, d'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être très simple, vous mettez content IMG, comme ceci, la balise IMG qui se trouve dans notre section content. Vous allez déjà mettre sa largeur à 100%, donc ça veut dire qu'elle va occuper en fait 100% de la place qu'elle peut occuper dans notre section, puisqu'en fait ici, si vous regardez bien, l'image est beaucoup trop grande et dépasse de notre section. D'accord? Et donc ici, on lui dit de fixer sa taille, on lui fixe sa taille à 100%, sa largeur plutôt à 100%. Donc vous mettez width 100% et du coup ici, maintenant, l'image va occuper la place, toute la totalité de la place qu'elle peut occuper dans la section. Ok? Donc ici, si vous inspectez votre page et vous vous placez au format mobile, comme vous pouvez le voir, l'image est bien responsive. Ok, donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement de modifier la border radius, c'est-à-dire d'arrondir les bords de l'image. Donc vous mettez border radius à 10 pixels par exemple. Donc si vous actualisez votre page ici, comme vous pouvez voir, les bords de l'image ont été arrondis. Ensuite, vous pourrez également appliquer un petit effet. Lorsque vous placez par exemple votre curseur au-dessus de l'image, vous pouvez donner, par exemple, vous pouvez baisser sa luminosité. Ok, donc par exemple dans mon projet final ici, quand je place mon curseur au-dessus de l'image, on a la luminosité qui diminue un peu. Donc pour cela, vous pouvez mettre encore une fois un hover. Donc vous mettez content img .over comme ceci pour spécifier lorsque l'utilisateur va placer son curseur au-dessus de l'élément img. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va baisser la luminosité. Donc ça, on l'a déjà vu dans le projet précédent. Donc il suffit de faire filter, donc on utilise la propriété filter qui possède plein de valeurs. Donc dans notre cas, on va utiliser brightness comme ceci, entre parenthèses, et vous mettez le pourcentage de luminosité. Par défaut, c'est à 100%, puisque l'image, la luminosité de l'image est à 100%. Donc ici, on peut réduire en mettant 80% par exemple. Donc si vous actualisez votre page maintenant, si vous placez votre curseur donc au-dessus de l'image, vous allez voir que la luminosité est à 80% cette fois-ci. Sauf que là, c'est instantané. Alors que dans notre projet final, on a une petite transition entre le fait de placer son curseur dessus et l'affichage de l'effet. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut mettre ici transition comme ceci. Filter, donc on spécifie la propriété filter et on l'applique en 0,5 secondes. Donc on met une transition de 0,5 secondes sur le fait de baisser la luminosité. Donc si j'actualise ma page, ici maintenant, si je place mon curseur au-dessus de notre image, la luminosité se baisse petit à petit. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien c'est parfait. D'ailleurs ici, si vous regardez bien, si vous placez au format mobile, vous allez voir que tout s'adapte correctement. Comme vous pouvez le voir, nos éléments s'affichent correctement. Ici, je peux par exemple me placer en iPad Pro et ici, comme vous pouvez voir, nos éléments s'affichent toujours aussi bien. iPad, etc. D'accord? Donc ça, c'est parfait. Alors, une fois qu'on a terminé avec la mise en place de notre joli header, comme vous pouvez le voir, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est maintenant de nous occuper des témoignages, de la section des témoignages. Alors comment faire? Eh bien c'est très simple, rappelez-vous de notre fichier index.html, ici on avait une section, d'accord? Alors je la retrouve plus, donc c'est ça. Donc on a une section qu'on a appelée testimonials et à l'intérieur on avait plusieurs divs qui étaient appelés testimonial, ok? Donc on a 3 divs exactement, bien évidemment vous pourrez avoir plus de témoignages que ça.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, maintenant, dans notre fichier style.css, on va pouvoir donc déclarer cette div, cette section plutôt, testimonials qui stocke donc tous nos témoignages. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va également faire la même chose que pour la section content. On va mettre margin 5%. Ok, pour pouvoir mettre des marges en fait entre, enfin plutôt à gauche, à droite, en haut et en bas pour aérer tout ça. Ok. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire également? Eh bien, pour chaque témoignage, eh bien, on va appliquer des styles particuliers. Donc pour cela, eh bien, on va faire testimonials, testimonial sans S cette fois-ci, puisque cette fois-ci, on vise les divs. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors premièrement, moi ce que j'aimerais faire, c'est de centrer donc le contenu de chaque témoignage au milieu. Donc pour cela, vous avez plusieurs techniques, mais la technique que je préfère, moi, c'est d'utiliser encore une fois les flexbox. Alors ici, si vous faites un display flex au niveau des témoignages, alors normalement, vos éléments devraient s'aligner, d'accord? Puisque flex direction est un row par défaut, comme je vous l'ai expliqué. Alors ici, je ne sais pas pourquoi ça ne s'aligne pas, pourtant j'ai bien écrit le sélecteur, c'est sûrement dans le fichier HTML. Effectivement, j'écris testimonial au lieu de testimonial. Donc ici, il faut bien remplacer ça par testimonial. Ok. Donc maintenant, si j'actualise ma page, comme vous pouvez le voir maintenant, avec le display flex, nos éléments s'alignent. Ok. Alors nous, ce qu'on veut, c'est pas d'aligner nos éléments, c'est de les centrer. Donc pour cela, on met flex direction déjà à colonne, comme ceci, pour empiler nos éléments, pour avoir le même effet que tout à l'heure, donc par défaut, voilà. Et moi, ce que je veux, comme je vous l'ai dit, c'est de centrer nos éléments. Donc, vu qu'on a mis flex direction à colonne, on va pas faire justify content à center, on fait align items à center. ok. Et du coup, eh bien, ça va nous permettre de centrer nos éléments par rapport à la cross-axis. Alors ça, c'est des termes de Flexbox, mais en tout cas, eh bien, en faisant ça, ça va centrer nos éléments. D'accord? Ok. Alors une fois qu'on a fait ça, on va également mettre text transform à none. Pourquoi? Puisque moi, j'ai pas envie de mettre, d'afficher tout ça en majuscule. D'accord? Puisque par défaut, rappelez-vous, au niveau du body, on a mis un text transform uppercase. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre ça à none, comme ceci. Donc ici, dans ce cas, eh bien, nos éléments ne seront pas en majuscule. Notre texte ne sera pas en majuscule. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut également, pourquoi pas, mettre une bordure, d'accord, autour de chaque témoignage. Donc pour cela, vous mettez border, un pixel par exemple, solide, et vous mettez en gris par exemple. Voilà. Donc si vous actualisez votre page maintenant, vous allez voir qu'on a bien une bordure qui s'affiche autour de chaque témoignage. Alors on peut également arrondir les bordures ou bien augmenter les marges également. Donc ici on va déjà augmenter les marges qui se trouvent entre le contenu et les bordures. Donc pour cela vous mettez des marges à l'intérieur de votre élément, donc padding, et vous mettez par exemple 20 pixels. Ça va nous permettre d'espacer un peu tout ça. Voilà, et ensuite on va pouvoir arrondir les bords comme je vous l'ai dit en faisant un border radius de pourquoi pas 10 pixels par exemple. Donc si vous actualisez votre page, vous allez voir que les bords sont arrondis. Ok, donc là on a presque terminé, on va déjà nous occuper des titres. Ok, donc pour cela vous mettez testimonial H1, donc les éléments H1 qui se trouvent dans votre div testimonial, et vous allez comme ça retirer les marges. Pourquoi? Parce que si, alors ici j'ai affiché le code source, c'est pas ce que je voulais, je veux inspecter nos éléments, et si ici par exemple je place mon curseur au-dessus de notre élément de notre titre tout simplement, on a des marges orange qui apparaissent, d'accord? Et ces marges là on va pouvoir les retirer puisqu'elles ne servent à rien, elles prennent juste un peu de place. Donc ici vous mettez margin 0. Comme ceci. Donc, c'est des marges qui se trouvent à l'extérieur de votre élément. Donc, si vous actualisez votre page maintenant, vous allez voir que les marges se sont retirées, tout simplement. Alors maintenant, au niveau de la citation, on peut également, par exemple, modifier la graisse du texte. On peut mettre en moins gras, par exemple. Comme on l'a ici au niveau de notre projet final. D'accord? Le texte est moins gras. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut donc sélectionner testimonial bloc quote comme ceci, puisque rappelez-vous, nos citations se trouvent dans un bloc quote, ok, qui se trouve dans un bloc également cite. Donc ici, on va spécifier cite comme ceci, et on va donc modifier
l'agrès des citations en faisant font weight. Et rappelez-vous, en fait, lorsqu'on a importé la police, on a importé le style light 300. Ok, et c'est ce style-là qu'on va venir appliquer. Donc ici, on va mettre font weight 300. Donc maintenant, si j'actualise ma page, vous allez voir que l'agrès du texte a été modifiée. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir, on a presque terminé avec l'affichage de nos témoignages. Alors pourquoi je dis presque? Tout simplement parce que vous l'avez sûrement remarqué, au niveau de mon projet final, on a bien les 3 témoignages qui s'affichent, mais pas en même temps, puisque quand un s'affiche, eh bien l'autre disparaît. D'accord? Donc ça, c'est possible avec du JavaScript. Et c'est ce qu'on va faire au niveau de notre page actuelle. En fait, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'afficher déjà par défaut le premier témoignage. Donc pour les 2 témoignages, donc ici Jean Foucault et Julie Labeu, on va pouvoir les masquer. Et rappelez-vous, au niveau de notre fichier index.html, on avait mis des identifiants au niveau de chaque témoignage. Du coup ici, on va pouvoir mettre dans le CSS, pour l'ID 2 et pour l'ID 3, eh bien on va mettre un display none. Ça veut dire qu'on va les masquer. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On fait testimonials ID 2 et virgule testimonials ID 3, comme ceci. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un display none, comme ceci. Donc si vous actualisez votre page maintenant, on n'a plus que le premier témoignage qui s'affiche au niveau de la page. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est bien, mais au niveau de notre page, moi, je veux afficher les 3 témoignages. Alors c'est ce qu'on va faire en JavaScript notamment. Donc ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer le code JavaScript comme lorsqu'on s'est occupé de la barre de navigation. Donc c'est parti. Alors on va se rendre dans notre fichier script.js qui est, rappelez-vous, déjà lié à notre fichier index.html, d'accord? Et dans le fichier script.js, rappelez-vous, on avait juste créé une fonctionnalité, une fonction mobile qui permettait d'afficher les onglets de la barre de navigation si le format était mobile. Ok? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut commenter tout ça. Donc ici, on va créer une partie. Donc on va mettre entre les commentaires, vous mettez par exemple responsive navbar mobile. D'accord? Comme ça, on comprend bien la différence entre les 2 parties. Alors juste au-dessus, eh bien, je vais écrire mon nouveau code JavaScript qui va concerner les témoignages. Donc ici, je vais mettre testimonial. Ok? Donc les témoignages, quoi. Donc ici, je vais mettre testimonial comme ceci. Et voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors ici, eh bien, je vais en fait écrire du code JavaScript concernant nos témoignages. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va créer une intervalle. Puisque si vous allez au niveau de mon projet final, vous allez voir ici qu'en fait, on a une intervalle de temps. Nos témoignages s'affichent toutes les 2 secondes. D'accord? Donc comme vous pouvez voir ici, vous comptez 2 secondes, on a un nouveau témoignage qui s'affiche et l'autre disparaît. Vous comptez 2 secondes, un autre s'affiche, etc. Et ça, c'est une intervalle. On appelle ça une intervalle en JavaScript. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous mettez 7 intervalles. Ok? 7 intervalles pour créer votre intervalle de temps qui va se répéter en fait toutes les X secondes. Donc vous ouvrez les parenthèses et vous ouvrez encore des parenthèses à l'intérieur. Ensuite, vous mettez une flèche comme ceci, donc égale et chevrant. Et ensuite, ici, vous ouvrez vos accolades. Et c'est dedans que vous allez écrire votre code qui va se répéter en fait toutes les X secondes. D'accord? Alors ici, en fait, cette fonction, pour ceux qui savent déjà, ça s'appelle une array function, c'est-à-dire une fonction anonyme, une fonction fléchée, en fait, qui n'a pas de nom. C'est comme cette fonction-là, mais celle-là n'a pas de nom, d'accord? Et c'est plus facile, c'est plus simple à écrire, d'accord? Alors ici, bien évidemment, vous pourrez très bien écrire function comme ceci, parenthèse, et vous écrivez votre code ici, d'accord? Mais les développeurs JavaScript, ils n'aiment pas trop en fait écrire directement function comme ça, d'accord? C'est mieux d'avoir une syntaxe comme ceci, parenthèse, flèche, et ensuite vous mettez des accolades. D'accord? Et c'est dedans que vous allez écrire votre code. Alors ça, c'est juste un aparté pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien le JavaScript. Bref, donc vous allez écrire cette syntaxe-là et ici vous mettez votre code. D'accord? Mais attention, tout à l'heure je vous ai dit d'exécuter cet intervalle toutes les X secondes. Et dans notre cas, on veut l'exécuter toutes les 2 secondes. Donc ici, il va falloir donc mettre une virgule, d'accord, après la fermeture d'accolade. Et ici, vous allez spécifier le nombre de millisecondes.
Alors ici, je dis bien millisecondes, je ne dis pas secondes. Donc ici, ça va être 10 puissance 3, enfin vous utilisez votre seconde en fait, par exemple une seconde, et vous faites fois 10 puissance 3, ok, 10 exposant 3, ce qui va nous donner le nombre de millisecondes. Donc ici, vous allez par exemple mettre 2 secondes, mais encore une fois, vous faites 10 exposant 3, c'est-à-dire 2000 millisecondes. Enfin, vous multipliez par 1000 si vous voulez. D'accord? Donc en fait, une seconde vaut 1000 millisecondes, donc 2 secondes vaut 10 puissance 3, 2 fois 10 puissance 3, pardon, millisecondes. Bref, en tout cas, vous multipliez par 3 à chaque fois votre nombre de secondes. Alors maintenant, au niveau de notre code, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ici, premièrement, eh bien, on va venir récupérer tous les éléments, exactement comme au niveau de la barre de navigation. En fait, on avait récupéré grâce à l'identifiant. Et en fait, ici, cette fois-ci, eh bien, on va venir récupérer tous les éléments, d'accord, enfin, tous les témoignages, en fait, avec leur ID. ID 1, ID 2, ID 3, ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, on va créer une constante, d'accord? En gros, pour ceux qui ne savent pas, une constante, c'est une variable qui ne varie pas, dont la valeur ne peut pas changer, d'accord? Donc, dans la constante là, on va stocker, en fait, tous nos témoignages qui ne vont pas changer, d'accord? Leurs valeurs ne vont pas changer, ok? Donc ici, vous créez votre constante et vous allez mettre testimonials, comme ceci, d'accord? Et à l'intérieur, vous allez stocker tout ça dans un tableau de témoignages. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on récupère donc notre premier témoignage? Donc vous faites document, comme ceci, .query selector, voilà. Donc pour vous récupérer grâce à ce query selector et vous faites one, donc l'identifiant one. Voilà, comme ceci. Alors vous ne mettez pas de point virgule. Alors ici, bien évidemment, on aurait pu faire exactement la même chose ici comme get au niveau de get element by ID. Ici, on aurait pu très bien mettre query selector comme ceci et vous mettez un hashtag comme ceci. Et ça fait exactement la même chose. Sauf qu'ici, moi, je préfère utiliser get element by ID. Alors revenons à nos moutons, qu'est-ce que je faisais? Ici, donc, c'est pas document, c'est document, comme ceci. Alors ici, premièrement, dans le tableau, on va stocker donc le premier élément, c'est-à-dire notre premier témoignage qui possède l'identifiant one. Ensuite, on va venir stocker le deuxième élément, donc vous mettez virgule query selector document.querySelector 2, voilà, et ensuite virgule document.querySelector 3. Okay, donc là, dans cette constante-là, vous allez avoir un tableau et à l'intérieur, vous allez avoir vos trois témoignages. En faisant document.querySelector et vous sélectionnez l'identifiant, eh bien, vous allez pouvoir récupérer chaque témoignage, okay, avec leur contenu notamment. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, il va falloir rédiger notre algorithme qui va venir donc s'occuper de modifier à chaque fois comme ça le témoignage. Alors, notre algorithme, il sera assez simple. Alors, le code sera assez complexe, mais l'algorithme en soi, il est simple, mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous perdre du tout puisque je vais tout vous expliquer. Alors, notre algorithme, comme je vous l'ai dit, il est simple. Alors, je vais juste mettre des commentaires. Voilà, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, on va parcourir chaque témoignage qui se trouve dans le tableau témoignage. Donc, c'est à ça que ça sert ce tableau. Donc, on parcourt chaque témoignage. Voilà. Ensuite, eh bien, pour chaque témoignage, donc pour chaque témoignage de notre page HTML, pour chaque témoignage, comme ceci, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on va venir vérifier déjà si son style est à flex, si sa valeur de display est à flex. Je m'explique. De notre fichier style.css, rappelez-vous, pour chaque témoignage, pour la classe testimonial, on avait mis la valeur à display flex. D'accord? Donc, si la valeur de chaque témoignage est à display flex, ça veut dire que le témoignage est affiché finalement. Donc, si sa valeur est à display flex, eh bien, on va le masquer. On va masquer le témoignage. Et pour le témoignage suivant, on va le mettre à display flex. D'accord? Donc, par exemple ici, pour le premier témoignage qui est celui-ci, d'accord, celui de Bernard Legros avec l'identifiant one,
Ok? Donc pour ce premier témoignage, comme je vous l'ai dit, ce témoignage par défaut, il est affiché, puisque dans le CSS, c'est que le témoignage 2 et 3 qu'on a masqué. D'accord? Donc ce premier témoignage, il est affiché. Ok? Donc après 2 secondes, on va vérifier si ce premier témoignage-là, eh bien, il est en display flex. D'accord? Si c'est le cas, on le met en display none. Ça veut dire qu'on va le masquer. Et ensuite, on va afficher le deuxième témoignage, le témoignage suivant. Ok? Et après 2 secondes, on vérifie maintenant si ce deuxième témoignage-là, il est à display flex. Si c'est le cas, on le masque, on le met à display none. Et du coup, pour le prochain, c'est-à-dire le témoignage suivant, le témoignage numéro 3, eh bien, on l'affiche. D'accord? On le met à display flex. Et maintenant, quand on est au témoignage numéro 3, d'accord? Eh bien, une fois les 2 secondes passées, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le masquer et on va afficher le témoignage prochain. Sauf que là, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a plus de témoignage après le témoignage numéro 3. Donc, on est obligé de revenir au témoignage numéro 1. Et c'est comme ça répète tout le temps comme ça, toutes les 2 secondes. Donc, si je répète encore une fois, toutes les 2 secondes, par exemple, par défaut, le témoignage numéro 1 est affiché, d'accord? Et une fois 2 secondes passées, donc vous comptez 1, 2, et une fois ces 2 secondes passées, on vérifie si le témoignage est affiché, c'est-à-dire que sa valeur de display est à flex, puisque par défaut, encore une fois, les valeurs de display de chaque témoignage sont à flex. Donc ici, si la valeur est à flex, on le met à none, tout simplement. Si la valeur de display est à flex, on le met à none pour le masquer. Et ensuite, eh bien, le témoignage suivant, on l'affiche. On met display flex, puisque par défaut, c'est à none. Donc, une fois qu'on est à ce niveau, eh bien, on compte encore une fois 2 secondes. Et une fois les 2 secondes passées, on vérifie si la valeur est à display none, ça veut dire que le témoignage est affiché. Et si c'est le cas, eh bien, on met display, si la valeur de display est à flex, c'est-à-dire que le témoignage est affiché. Et si c'est le cas, on met display à none pour masquer ce témoignage-là et pour afficher le prochain. Et ensuite, le prochain donc sera affiché pendant 2 secondes. Donc une fois ces 2 secondes passées, on va masquer celui-ci et on va retourner au premier pour l'afficher. Et c'est ça l'algorithme en fait. Donc ça, je n'ai pas besoin de l'écrire. Je vais effacer tout ça. Ok, donc maintenant qu'on a l'algorithme, c'est-à-dire attendre 2 secondes, si celui-ci est affiché, alors on le masque et on affiche le suivant, etc. Eh bien, on va pouvoir écrire notre code. Donc notre code sera plus complexe que l'algorithme. Donc vous allez voir pourquoi. Premièrement, comme je vous l'ai dit, on va parcourir nos éléments, d'accord? Donc on parcourt les éléments en faisant for. Donc ça, c'est la boucle qui va parcourir des tableaux en JavaScript. Donc ici, vous faites for let i, comme ceci, égale 0, testimonials.length, i inférieur à testimonial.length, i++. Alors cette boucle va nous permettre de parcourir donc notre tableau. Pourquoi? Parce que en gros, eh bien, cette boucle, elle nous dit que tant que la variable i, let i qui est ici, sa valeur par défaut c'est à 0, donc tant que la valeur de i est inférieure au nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau, à la longueur du tableau, eh bien on continue. D'accord? Et du coup, cette boucle nous permet de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à l'intérieur de cette boucle, déjà, on va récupérer la valeur de display. D'accord? La valeur de display de notre témoignage. D'accord? Donc, pour cela, on va créer une constante. On va la stocker dans une constante. Et on va ici écrire display value, comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va stocker dans cette variable? On va stocker, comme je vous l'ai dit, la valeur de la propriété display en CSS du témoignage. Donc, pour cela, vous avez une fonction en JavaScript qui se nomme getComputedStyle, comme ceci, et vous mettez en paramètre donc le témoignage. Donc ici, ça sera testimonials, comme ceci, entre crochets i, puisque c'est le témoignage qui est en train d'être parcouru grâce à la variable i. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait .display pour récupérer donc la propriété display. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre une condition. Donc ici, on va vérifier, comme je vous l'ai dit, si la valeur de cette propriété display est à flex, ça veut dire que l'élément était affiché. Donc si display value est à flex, donc égal à flex, comme ceci, eh bien, on va exécuter notre code. D'accord? Et ce code qu'on va exécuter,
qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, tout simplement, c'est très simple. Il va venir donc mettre la propriété display à none, puisqu'encore une fois, on attend 2 secondes et ensuite, une fois que ces 2 secondes sont passées, on va masquer l'élément s'il a été affiché, bien évidemment, si sa valeur était à flex. Donc ici, on fait testimonials entre crochets i pour encore une fois spécifier le témoignage courant qui est en train d'être sélectionné, .style, .display, .display égale none, comme ceci. Donc on met sa valeur de display à none, tout simplement. Ensuite, alors ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement d'afficher le témoignage suivant. Donc de mettre la valeur du témoignage suivant à flex, donc la valeur de display à flex. Mais sauf qu'ici, le problème, c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, si on affiche le témoignage numéro 3, eh bien, si au bout de 2 secondes, on souhaite le masquer et on souhaite afficher le témoignage suivant, dans le tableau, en fait, il n'y a pas d'autre témoignage. C'est le dernier témoignage. Donc, le témoignage numéro 3 est le dernier témoignage. Donc, il va falloir revenir tout au début de la liste du tableau. D'accord? Donc, ici, il va falloir faire cette condition. Donc, il va falloir dire que si on est au dernier élément de la liste, d'accord? Eh bien, on revient au départ. D'accord? On affiche le témoignage suivant qui est en fait le premier témoignage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va venir stocker cette condition dans une variable. Donc, vous mettez const ici is not the last value. Donc, ce n'est pas la dernière valeur. Donc, is not the last value, comme ceci. Donc, pour vérifier en fait si le témoignage courant, c'est-à-dire le témoignage qui est en train d'être travaillé au cours de cette boucle, n'est pas la dernière valeur, n'est pas le dernier témoignage. Donc ici, comment vérifier ça? Donc pour cela, eh bien, vous faites i plus 1, donc la variable i qui a été passée dans la boucle for. Donc vous faites i plus 1 inférieur ou égal à testimonial.length moins 1. Donc testimonial.length moins 1, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la dernière valeur du tableau. Donc là, on est en train de vérifier tout simplement si le témoignage courant, le témoignage sur lequel on travaille, n'est pas la dernière valeur du tableau testimonials. Ok. Donc ici, vous êtes d'accord avec moi que cette variable, cette constante-là, va venir stocker soit la valeur true, c'est-à-dire que la condition est vérifiée, soit la valeur false, ok, c'est-à-dire que la condition n'est pas vérifiée. Donc ici, il va falloir vérifier cette condition. Donc ici, vous faites is not the last value. Donc si ça renvoie true, tout simplement, donc si ce n'est pas la dernière valeur. Donc si ce n'est pas la dernière valeur, donc vous mettez point d'interrogation pour vérifier la valeur. Donc ici, qu'est-ce que vous faites? Dans le cas où ce n'est pas la dernière valeur, eh bien vous mettez testimonials i plus 1, c'est-à-dire le testimonial prochain, d'accord? Donc c'est-à-dire le témoignage suivant, en fait, suivant le témoignage actuel. Eh bien, vous faites testimonials i plus 1 pour sélectionner le témoignage suivant et vous mettez le style du témoignage suivant, donc le style de display à flex, tout simplement, pour l'afficher. Et sinon, eh bien, si c'est la dernière valeur, c'est-à-dire que c'est à false, donc la variable is not the last value est à false, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait, alors ici, je vais mettre des parenthèses, et ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre testimonials, mais cette fois-ci 0, puisqu'on récupère la première valeur du tableau, donc c'est-à-dire le témoignage numéro 1, ici, d'accord? Donc, le témoignage numéro 1, donc le premier témoignage, qu'est-ce qu'on fait? On met son display à flex, d'accord? Et voilà. Donc, cette condition, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous dit tout simplement, si c'est la dernière valeur, donc point d'interrogation, on exécute ce code-là, d'accord? C'est-à-dire qu'on affiche le témoignage suivant. Sinon, si ce n'est pas la dernière valeur, si c'est la dernière valeur, eh bien, on affiche le premier témoignage du tableau. Voilà, donc ça on peut effacer. Et normalement, si vous faites ça, eh bien normalement, vos témoignages vont pouvoir s'afficher correctement. Alors oui, ici j'ai également oublié une chose très importante, c'est le fait de sortir de la boucle, de casser la boucle au moment où on a terminé toutes ces opérations. Donc vous mettez juste return comme ceci pour sortir de la boucle, ok?
pour retourner en fait une valeur vide et ça nous permet de notamment sortir de la boucle. Alors ici, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'on sort de la boucle une fois que ces opérations sont terminées. C'est tout simplement parce qu'imaginons que je sois sur le premier élément et par exemple, la valeur du display est déjà à none, ça veut dire que le premier élément est déjà masqué, donc je passe au deuxième élément. Et si ce deuxième élément-là, sa valeur est à flex, ça veut dire que ce témoignage est affiché, alors on effectue toutes ces opérations. Et tout ça, ça s'effectue bien évidemment toutes les 2 secondes. Encore une fois, il ne faut bien évidemment pas oublier que toutes ces opérations-là s'effectuent encore une fois toutes les 2 secondes. D'accord? Donc c'est pour cela que ça va nous permettre encore une fois de passer d'un témoignage à l'autre. Donc maintenant, si j'actualise ma page, vous allez voir qu'ici, on a bien donc les témoignages qui s'affichent les uns après les autres. Alors ici, bien évidemment, encore une fois, vous pourrez ajouter d'autres témoignages au niveau de votre page. Il vous suffit donc de copier-coller le code, d'accord? Donc vous copiez encore une fois une div, vous mettez par exemple Julie le bleu cette fois-ci au lieu de la beu. Voilà, donc vous enlevez le X et ici dans votre script.js, il vous suffit tout simplement d'ajouter le for, par exemple le témoignage numéro 4 d'identifiant for, ok? Donc ici bien évidemment, il va falloir mettre l'identifiant à for. Donc maintenant ici, si vous actualisez votre page, vous allez voir, alors ici bien évidemment le témoignage s'affiche. Pourquoi? Tout simplement parce que dans notre style.css, ici également, il va falloir donc rajouter testimonials for, comme ceci pour le masquer de base, ok, par défaut. Donc si vous actualisez votre page maintenant, vous allez voir qu'on a bien tout qui s'affiche correctement avec le nouveau témoignage qui est en place. Ok, donc là je vais venir effacer tout ça. D'accord, puisque ça ne sert à rien d'ajouter un autre témoignage, ça surcharge la page. Mais bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Donc ici, au niveau de script.js, je vais également retirer tout ça. Voilà. Alors une fois qu'on a terminé la stylisation de notre section qui affiche les témoignages, eh bien on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est en fait la dernière étape, qui est le fait donc d'afficher notre footer, enfin de styliser notre footer avec du code CSS. Alors ici, dans notre projet final, voilà à quoi ça ressemble. On a un pied de page qui est accroché à notre page, d'accord, et qui s'affiche correctement, d'accord, avec quelques liens. Voilà. Alors dans notre fichier index.html, ici comme vous pouvez voir, c'est un footer assez simple. On a la balise footer et à l'intérieur, on a 3 colonnes, d'accord, 3 divs colonnes et à l'intérieur, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a du texte. Alors pour styliser tout ça, on va venir se rendre dans le fichier style.css et on va donc déclarer notre footer, notre sélecteur footer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors premièrement, comme je l'ai dit, on va venir fixer ce footer-là, ce pied de page-là, au bas de notre page, au pied de notre page, d'accord? Même lorsqu'on défile. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez position absolute, plutôt sticky, comme ceci, position sticky, et vous mettez bottom 0 pour le fixer en bas de notre page. Donc pour cela, si vous actualisez votre page et que maintenant vous défilez, vous pouvez voir que votre footer, les éléments de votre footer restent accrochés au bas de votre page, même quand vous défilez, ok? Et c'est d'ailleurs le cas pour le format mobile. Alors maintenant, on va pouvoir également rajouter quelques propriétés. On va notamment aligner nos éléments. Donc pour cela, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime utiliser les display flex, comme ceci. Donc si j'actualise ma page maintenant, vous allez voir qu'on a bien nos éléments qui s'alignent. On peut également utiliser d'autres propriétés des Flexbox, notamment Justify Content. Justify Content nous permet tout simplement d'utiliser la valeur space around qui nous permet donc d'avoir des espaces autour des éléments. D'accord? Donc on a des espaces avant les éléments, entre les éléments et après les éléments. D'accord? Ok. Alors ensuite, on va également pouvoir mettre une couleur d'arrière-plan. D'accord? Donc on va mettre background color comme ceci et on va mettre du code hexadécimal 0,50 à 0C. Comme ceci. Donc si j'actualise ma page maintenant, vous allez voir qu'on a bien la couleur d'arrière-plan qui apparaît. Alors je vais également augmenter les marges à l'intérieur du footer. Donc pour cela, on va mettre padding 30 pixels. Enfin 30 pixels comme ceci. Donc si j'actualise ma page maintenant, vous allez voir qu'on a bien donc le footer qui s'agrandit, qui s'élargit si vous voulez. On va également pouvoir mettre une bordure en haut du footer, une bordure blanche comme ceci. Donc pour cela, vous mettez border top. La largeur du footer, donc vous mettez un pixel solide et la couleur white.
Donc si j'actualise ma page maintenant, vous allez voir qu'on a bien donc la petite bordure qui s'affiche. Alors maintenant, on va pouvoir nous occuper de chaque colonne. Donc pour cela, vous mettez footer.colonne, les colonnes de notre footer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, eh bien, on va mettre une bordure à gauche, d'accord, pour mettre des traits comme ceci. Donc vous mettez border left, un pixel, solid, white, encore une fois. Donc si vous actualisez votre page maintenant, vous allez voir qu'on a une bordure à gauche de chaque élément. Alors pour pouvoir espacer la bordure de notre contenu, d'accord, de chaque colonne, on utilise quoi? On utilise les marges internes, donc padding, comme ceci. Donc vous mettez padding left, donc une marge à l'intérieur à gauche de 30 pixels par exemple. Et si j'actualise ma page, on a bien un espace entre la bordure et le contenu. Donc comme vous pouvez voir ici, on a bien des petites séparations qui apparaissent. On peut également mettre un curseur pointeur comme ceci. Curseur pointeur pour que lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus des éléments, eh bien, on a bien le curseur qui se modifie en un pointeur pour lui dire de cliquer. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça commence à prendre forme. On va pouvoir également mettre un effet hover. Lorsque par exemple l'utilisateur va placer son curseur au-dessus d'éléments, on modifie la couleur en gris. Donc pour cela, vous faites footer colonne de point over, la pseudo-classe over, et vous faites color var --gray, comme ceci. Donc encore une fois, c'est la variable gray qu'on a déclarée au début du tutoriel. Donc si j'actualise ma page maintenant, si je place mon curseur au-dessus des éléments, vous allez voir qu'on a bien une couleur grise qui apparaît. Et ça, c'est super. Et maintenant, eh bien, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de nous occuper du format mobile. Donc comme vous pouvez voir ici, on a bien nos éléments qui commencent à prendre forme. Donc par exemple, je me place au format mobile, voilà, et comme vous pouvez voir, eh bien, c'est le bordel au niveau de notre pied de page. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est tout simplement d'empiler chaque élément, d'accord, et de les centrer. Donc par exemple ici, on va pouvoir mettre dans notre Media Query, ici, donc on revient dans notre cher Media Query qui nous permet de gérer les tailles d'écran. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait footer comme ceci, on fait flex direction à colonne comme ceci, donc pour pouvoir cette fois-ci empiler les éléments, donc modifier la direction de l'axe principal. Du coup ici, maintenant par défaut, encore une fois, flex direction est à row et on l'a mise à colonne. Donc maintenant on empile nos éléments et ce qu'on va pouvoir faire, c'est de centrer nos éléments. Donc vous faites align items comme ceci, center. Voilà, donc ça centre au milieu de la page. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de retirer toutes les bordures qui se trouvent ici. Donc pour cela, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire footer column, vous faites border left none, donc vous affichez plus la bordure, voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre une marge entre chaque élément. Donc pour cela, vous mettez une marge à l'extérieur en bas de chaque élément, en dessous de chaque élément, vous allez mettre margin bottom 10 pixels. Comme ceci. Donc si vous actualisez votre page maintenant, vous allez voir qu'on a bien donc les marges qui s'appliquent pour séparer nos éléments. Alors d'ailleurs ici, je trouve que nos éléments sont pas très bien centrés. Je pense que c'est dû au fait qu'en fait ici, on avait mis padding left à 30 pixels entre chaque colonne. D'accord? Pour espacer la bordure de notre contenu, la bordure gauche. Et vu qu'ici, on n'a plus de bordure gauche, donc ça ne sert à rien de laisser la marge. Donc ici, vous faites padding left 0. Comme ceci, pour annuler la marge. Donc padding left 0. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, nos éléments sont bien centrés. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, on a terminé la réalisation de notre page. Donc ici, je peux me placer par exemple au format iPad et vous allez voir qu'ici, tout s'affiche correctement. Donc on a bien la barre de navigation défilante, on a bien notre contenu. Ici, on a donc nos citations, donc nos témoignages. Et ici, on a bien notre footer. Et ça, c'est parfait. Et d'ailleurs, ici, au format paysage, c'est-à-dire au niveau de l'ordinateur, eh bien, c'est encore plus joli puisque tout s'affiche correctement. Et bien voilà, ce deuxième tutoriel de cette formation pour apprendre à créer 5 sites complets, modernes, professionnels et responsifs en HTML et CSS est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, on a réussi à créer une jolie page responsive. Donc ça, c'est une page d'agence immobilière. Donc normalement, vous aurez un modèle pour réaliser vos autres pages. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura fait progresser et que vous aurez découvert par exemple de nouvelles fonctionnalités de CSS, de JavaScript, d'HTML. Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel et on se retrouve dans la vidéo suivante.